Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce mardi 11 juin 2024. On parlera santé tout à l'heure avec un clin d'œil à nos candidats qui composent depuis hier une première journée sans incident pour les 124 840 candidats qui vont à la conquête de ce diplôme. Ce matin, Esther Tofa met un accent sur quoi et comment manger en période d'examen. Conseil valable aussi pour les candidats au baccalauréat session de juin 2024. On commente également l'actualité dans nos échanges de ce mardi. L'édition 2024 du BEPC sonne le glas du moderne court et du long cours dans l'enseignement général. Le ministre de l'enseignement secondaire l'a laissé entendre à travers son adresse à la chaîne éducative. On scrute la portée de cette mesure qui impose désormais la physique comme matière à tous les candidats au BEPC. Et puis, c'est la saison des pluies un peu partout au Bénin. Chaque région du pays fait face à cette réalité de Dame Nature à sa manière. Dans le littoral, on évalue la capacité de résilience de la ville de Cotonou avec le projet d'assainissement fluvial censé régler le problème des inondations dans la capitale économique du Bénin. En plateau avec nous ce matin, Dr Boga Koukpaki qui nous propose une caricature du président 2026. C'est à travers un mouvement dont il est le président, mouvement qui entend participer à l'éveil citoyen pour le choix idéal du président du Bénin. L'exercice se fait à travers une prise de contact avec les populations des différentes localités du pays en vue de collecter les critères devant déterminer le choix à opérer en 2026. Eh bien, Dr Boga Koukpaki nous en dira un peu plus juste après la page sport d'Ali Moumouni. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Allez, on va revenir au grand titre de la presse nationale tout à l'heure, mais on va s'intéresser au travail de la rédaction de Canal 3 Bénin et c'est le bulletin que va nous présenter tout à l'heure Florence Bossa. Florence, bonjour. Bonjour Arabe Alik Para, bonjour chers amis téléspectateurs. Alors, les premières informations, c'est avec vous et on s'intéresse d'entrer à ce lancement officiel des épreuves du brevet d'études du premier cycle session de juin 2024. C'était sur l'ensemble du territoire national. Il faut préciser que c'est le CEG, la grande académie de la commune d'Abomey-Calavi qui a abrité la cérémonie officielle dirigée de main de maître par le ministre de tutelle. Et puis, dans le département du Plateau, on a mis fin à la tournée d'explication et de réduction de comptes des membres du gouvernement. La délégation conduite par le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salman Karim, a bouclé son périple par la commune de Sakété. Que retenir des 5 jours d'échange entre la délégation et les populations de ces différentes régions du Plateau? Élément de réponse dans ce bulletin. Une petite poignée de secondes et on se retrouve pour développer tout ceci. Allez, Florence Bossa, on a lancé les épreuves du BEPC, session de juin 2024, et c'est la commune d'Abomey-Calavi, plus précisément le CG Grande Académie, n'est-ce pas, qui a abrité la cérémonie officielle. Exactement, Wahab, le lancement officiel des épreuves de la course au premier diplôme de l'enseignement secondaire a été effectué par le ministre Yves Kwarouchabi au CEG de la Grande Académie d'Abomey-Calavi. Il était entouré pour la circonstance par le maire de la commune et le préfet du département. Compte rendu. Ça y est, le brevet d'études du premier cycle 2024 est lancé dans une cérémonie au très traditionnelle et sous la présidence du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Les premières épreuves sont distribuées dans ce centre de composition. C'est de bonnes épreuves qui sont au niveau, à la portée des enfants. Toutes les questions de confidentialité et également tout le dispositif qui doit suivre la phase écrite. Tout cela fait partie donc, des préparatifs. Bref, le BEPC est bien préparé. Les parents d'élèves ont pleinement joué leur partition, les candidats aussi, et tout le monde est venu à l'heure dans les centres. Les suivants de salle sont à l'heure, les différents acteurs ont joué leur rôle,
Et tout ceci concourt au bonheur de nos populations. Cette année, d'après les statistiques, l'effectif des filles qui planchent dans le département de l'Atlantique est au-dessus de celui des garçons. Elles sont au total 17 081 contre 16 396. Vous devez constater que depuis l'avènement du gouvernement qui est là, il y a la promotion de la scolarisation des élèves filles avec des mesures de facilitation. Les filles sont exonérées des droits d'écolage. Il y a le projet SWED qui les aide avec des kits scolaires, avec des kits hygiéniques, avec des transferts monétaires pour ceux qui ont des difficultés. Au plan national, 124 860 candidats sont inscrits, dont 61 696 filles. Les épreuves écrites du BEPC session de juin 2024 se déroulent du lundi 10 juin au mercredi 12 juin 2024. Et dans le département du Mono, ils sont 6 285 candidats à plancher cette année pour l'obtention du brevet d'études du premier cycle BEPC. Des candidats repartis dans 15 centres de composition. Et dans ce département, c'est le collège d'enseignement général de Hyogbe qui a été retenu pour la cérémonie de lancement officiel des épreuves suivantes. Le collège d'enseignement général de Hyogbe tôt ce lundi 10 juin 2024. Un peu avant 8 heures, le préfet du Mono descend sur les lieux. Après les civilités, Bienvenu Milorin fait le tour de quelques salles de composition pour prendre le pouls de l'ambiance et voir l'état des candidats. Nous avons pu, avant le lancement, jauger un peu le moral des candidats et je pense que tout va très bien à leur niveau. Il reste à espérer que nous puissions avoir les meilleurs résultats comme nous avons toujours escompté. Ensuite, l'exercice classique de vérification des enveloppes qui contiennent les épreuves. À 8 heures, la sirène retentit et le top est donné. Je ne souhaiterais qu'une très belle production à tous nos candidats. Je demandais aux parents de continuer à nous soutenir dès que nous avons eu la forte mobilisation du bureau APE ici ce matin, de continuer à nous soutenir et nous aurons de meilleurs résultats pour le bonheur du département du Mono. Le Mono, connu comme un pôle d'excellence d'où viennent chaque année les meilleurs aux examens scolaires. Et même s'il y a un arrêté qui interdit toute comparaison au classement entre départements, l'ambition est nourrie ici de garder le flambeau de l'excellence. Qu'il y ait de récompenses ou pas, ça reste une compétition, déjà pour les candidats, mais également pour les départements, parce que les meilleurs sont admis à des bourses. Et donc je pense que c'est le lieu de les encourager pour que le pôle d'excellence que constitue ce département puisse se renforcer. Et donc nous avons émis le vœu que les meilleurs encore au plan national puissent ressortir du département du Mono. Dans ce département justement, ils sont 6 285 candidats à plancher cette année pour l'obtention du brevet d'études du premier cycle BEPC. Des candidats qui composeront loin du phénomène cyclique des inondations qui sévit souvent dans le département du Mono. Nous remercions Dame Nature, les 15 centres choisis n'ont pas ce problème. Tous ces centres sont assez faciles et donc les zones qui doivent nous inquiéter ne sont pas impactées. C'est Djanglamé, c'est le Bogo 1, les voies sont accessibles et à ce niveau, tous les candidats sont dans de très bonnes conditions pour travailler. Au plan comptable, aucun centre n'a été fermé ici cette année. Au contraire, il y a eu la réouverture du centre du collège d'enseignement général de Djanglamé dans la commune de Grand Popo, ce qui porte à 15 le nombre de centres de composition dans le département du Mono. Il y a eu aussi une augmentation de 311 candidats comparativement à l'année dernière. Les candidats à besoins spécifiques, eux, sont au nombre de 3, dont une fille. Ici, au centre de composition de Hyogbe, le candidat le plus âgé a 30 ans. Stop et fin de la tournée d'explication et de reddition de comptes du gouvernement dans le département du Plateau. La délégation conduite par le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karim, a bouclé son périple par la commune de Sakiti. Que retenir des 5 jours d'échange entre la délégation et les populations des 5 communes du Plateau? Nous allons suivre les impressions du ministre. Et qu'il vous souvienne que la tournée gouvernementale de reddition de comptes dans le plateau a démarré depuis le mardi 4. Nous avons commencé par le lancement à Kobe et nous sommes au terme aujourd'hui dans la commune de Sakete
en passant par Ifanyi, Ketou et Adjawere. Vous l'avez constaté vous-même que ceux qui ont été invités, n'est-ce pas, pour partager avec le gouvernement le point de ces réalisations étaient tous là. Et on en a même eu plus que l'on attendait. Et dans toutes les communes, nous avons assisté à une participation, je dirais, active, n'est-ce pas, par, je dirais, de notre approche nous-mêmes, n'est-ce pas, d'animation à travers l'approche interactive. Donc vous avez constaté que le point a été fait au plan national d'abord, et dans chaque secteur, aucun secteur n'a été laissé pour compte. Et dans chaque commune, nous avons fait le point et les populations ont apprécié à leur juste titre ce que nous avons fait comme point. C'est vrai que dans de pareilles circonstances, les gens estiment toujours de nouveaux besoins. Et même peut-être que des besoins en attente qui ne sont pas encore satisfaits. Et vous avez constaté avec nous qu'on n'a pas manqué, n'est-ce pas, d'apaiser là où il le fallait. Mais de façon générale, j'ai constaté avec plaisir que le point que nous avons fait n'a pas été contesté. Nulle part cela n'a été contesté. Donc les gens ont, je dirais, confirmé ce que nous avons dit et souhaité que nous allions plus loin. Signature d'un mémorandum d'entente entre le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite et celui de la République du Bénin. Au cœur de cette convention de coopération, la promotion des investissements directs. L'acte qui ouvre une nouvelle ère dans les relations entre ces deux pays a été concrétisé ce lundi au ministère des Affaires étrangères. Ouliat Sanoussi. Signature de documents et échange de paraphes entre le vice-ministre de l'Investissement du Royaume d'Arabie Saoudite et le ministre des Affaires étrangères de la République du Bénin. Voilà qui matérialise le mémorandum d'entente entre les deux pays sur la coopération en matière de promotion des investissements directs. Je suis très heureux d'être au Bénin pour la signature de cet accord. Nous espérons vraiment des résultats positifs de cette collaboration. Je vous remercie une fois encore et j'ai hâte d'une visite comblée. Votre visite est le témoignage de la vitalité de la relation entre l'Arabie Saoudite, le Royaume d'Arabie Saoudite et la République du Bénin. Le président Patrice Talon et le prince Mohamed Ben Salman partagent la même vision, monde multilatéral dans lequel l'Arabie Saoudite a un rôle essentiel à jouer pour la stabilité du monde, mais aussi pour le bon fonctionnement des institutions internationales. Cet accord marque une étape importante dans la coopération entre l'Arabie Saoudite et le Bénin, puisqu'elles scellent leur engagement mutuel à créer un environnement propice à l'investissement direct étranger. Le présent mémorandum s'inscrit dans la continuité des efforts entrepris par le gouvernement sous le leadership du chef de l'État pour la mise en place d'un environnement favorable aux affaires. Nous avons rencontré il y a quelques mois avec le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances à Riyad, et cette visite aujourd'hui et la signature de ce mémorandum d'entente est le premier pas dans le chemin que nous souhaitons construire ensemble, car le Bénin, fort des réformes engagées par le président Talon depuis 8 ans, est désormais prêt à être cet exemple de pays capable de recevoir les investissements saoudiens en Afrique, les investissements du secteur privé. Et nous espérons que dans les semaines, mois à venir, vous aurez l'occasion de revenir encore ici, accompagner des investisseurs saoudiens, mais aussi pour votre propre plaisir, parce que nous voulons que le Bénin devienne ce partenaire fiable de l'Arabie Saoudite sur le continent africain. Merci encore et j'espère que c'est le début d'une belle collaboration. En dehors des aspects économiques, ce mémorandum symbolise également, pour le ministre des Affaires étrangères, le désir de renforcer les liens d'amitié et de compréhension mutuelle entre les deux pays. Il a saisi l'occasion pour remercier tous ceux qui ont contribué à la signature de cet accord, fruit de la détermination des deux peuples à créer un partenariat mutuellement bénéfique qui augure certainement d'une nouvelle ère dans leurs relations bilatérales.
Ainsi s'achève ce bulletin d'information arabe Ali. Et nous autres, on vous remercie de l'avoir présenté, Florence Bossa. Allez, revenez-nous demain matin pour poursuivre le partage de l'actualité à nos téléspectateurs. Information qui se poursuit par ici avec le quotidien Maison Fraternité. Fraternité qui parle de cette bonne nouvelle éliminatoire CAN mondial 2026, Bénin 2, Nigeria 1. Historique, s'exclame le journal. Les Guépards battent les Super Eagles et entretiennent le rêve américain. Et puis, Dr Boris Huenou, qui est un économiste, ses propos rapportés par le quotidien Maison Fraternité. Un paysage politique compétitif améliore les processus démocratiques. Et puis, examen du BPC, première journée de composition sans incident. Le journal qui donne à lire un peu le déroulement des épreuves dans les différents centres parcourus par le service de la rédaction du quotidien Fraternité. Et puis, semaine africaine de l'énergie à Barcelone, Messien Raoul Omenga en vedette au forum Invest in African. Et puis, comme je l'ai dit dans les colonnes donc, du quotidien Fraternité, vous avez la promotion du volontariat au Bénin, la NPE et les organisations de jeunes en concertation pour la dynamisation de la plateforme nationale. Les propos, sinon, je dirais, les explications de Dr Boris Huenou, n'est-ce pas, professeur d'économie, c'est à retrouver dans les colonnes du quotidien Fraternité. Achetez Fraternité et vous avez le reste des détails. On parle sport à présent. Et si on arrêtait de regarder la télé comme avant? Canal+ présente le décodeur connecté. Un concentré de technologie pour une nouvelle expérience. Naviguez dans une interface fluide et immersive à la découverte du meilleur de la télévision. Plus de 50 000 programmes en replay et 300 chaînes en direct pour le plaisir de toute la famille. Prenez le contrôle du direct et revenez jusqu'à 8 heures en arrière. Grâce à la connexion Internet, gardez le signal même en cas d'intempérie. Nouveau décodeur connecté. Plongez dans la nouvelle expérience Canal+. Venez l'essayer. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Ali Mouni, bonjour. Bonjour Ahab. Le passeport, c'est avec vous, avec cette bonne nouvelle pour les Guépards, les Guépards qui ont pris le dessus sur leurs voisins du Nigeria. Oui, c'était une victoire historique pour l'équipe nationale du Bénin qui s'impose face à la formation, je dirais, senior du Nigeria pour la toute première fois de l'histoire, puisque le Nigeria s'était imposé au Bénin, je crois, 13 fois, si je ne me trompe sur les chiffres, par le passé. Et donc, dans cette explication, comme temps pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le Bénin a su s'imposer à cette formation, alors que c'était le Nigeria qui a ouvert le score déjà à la 28e minute grâce à cette frappe de Raphaël Onyedika, ce jeune joueur convoqué en sélection nationale qui permet donc aux Super Eagles de prendre l'avance. Mais
leur joie n'aura duré que 9 minutes puisque les Guépards vont revenir au score déjà à la 37e minute sur l'égalisation de Jodel Dossou. Jodel Dossou assez disponible au cours de cette explication alors qu'il a essuyé assez de critiques avant même après la convocation. La publication de la liste de Guénot Aurore, et c'est lui qui permet au Bénin de revenir au score après sa passe décisive également lors du match face au Rwanda. Et ensuite, enfin, de première mi-temps, il y aura donc le deuxième but du Bénin qui sera inscrit par Steve Mounier sur cette petite déviation de Mohamed Tidjani. Steve Mounier donc permet au Bénin de porter l'avance à 2-1 et donc score qui sera maintenu ensuite jusqu'à la fin de la rencontre. Il faut préciser que c'était Jodel Dossou qui était à l'exécution de ce coup de pied arrêté et permet donc au Bénin de prendre l'avance. Le Bénin donc réussit à s'imposer à cette équipe du géant du Nigeria à la fin de l'explication. Les deux buteurs se sont livrés aux questions des journalistes. C'était dans la zone mixte. On les suit rapidement. C'est très bien ce qu'on a réalisé aujourd'hui. Franchement, ce match, on a fait une super belle opération, 36 points à domicile face au Nigeria, face au Rwanda. C'est vraiment exceptionnel et il va falloir qu'on s'appuie dessus pour les prochains matchs, déjà pour les matchs de qualification pour la Coupe d'Afrique qui arrivent en septembre, mais aussi après encore pour les matchs de Coupe du Monde, même s'ils arrivent dans longtemps. Oui, on avance, on progresse ensemble. C'est vrai que le groupe avait beaucoup changé à l'arrivée du nouveau coach, mais aujourd'hui on commence à se connaître, on commence à régler les petites erreurs qui ont fait qu'on avait perdu pas mal de matchs par le passé. Et voilà, c'est un groupe entier qui progresse avec beaucoup de jeunes. Et on l'avait dit de toute façon, à partir du moment où tu prends des jeunes au départ, forcément il va falloir être patient et aujourd'hui la patience porte ses fruits. Si déjà ça a été travaillé, parce que dans le match on savait très bien que Steve gagnait presque tous les duels et ils ont mis à gagner sur Steve. Et bien avant l'occasion, Steve m'a appelé, il m'a dit vu qu'il a gagné tout le temps sur moi et il gagne dans 50-50, il gagne le duel sur Steve. Steve, on a trouvé d'autres stratégistes, il m'a dit laisse passer le ballon. Bien avant l'annulation du but, on a eu le même truc. Et Steve a laissé passer le ballon, dommage, je l'ai raté. Le second coup, je me suis caché dans le dos du défenseur. Dès que Steve a laissé passer le ballon, j'ai surgi, je lui ai piqué. Mais bien avant de tirer, j'ai eu une alerte au discours. Mais j'ai quand même fini l'action parce que je me suis dit, au moins si je sors, j'ai quand même remis mon équipe dans le droit chemin. Et voilà, je n'ai pas voulu prendre de risque, je suis sorti. Eh bien, vous l'avez vu, Jodel Dossou, malgré les skiers, donc n'a pas cessé. Il a poursuivi, a permis donc au Bénin de revenir au score. Avant donc le deuxième but inscrit par Steve Mounier, je le disais tout à l'heure, c'était un coup de pied tiré donc par le jeune junior Olaïtan et non Jodel Dossou, puisqu'il était sorti entre-temps et laissant sa place donc à Tossin Ayegun. Au classement général donc de ce groupe C, le Bénin donc est leader provisoire après donc ces 4 matchs disputés, 7 points donc au compteur pour les Guépards plus un goal average de 2 buts. Le Lesotho est deuxième avec 5 points et puis le Rwanda troisième avec 4 points, mais toujours avec 3 matchs disputés. Et il y a l'Afrique du Sud qui totalise également 4 points au même titre que le Rwanda. Le Nigeria donc est en 5e position avec 3 points et puis le Zimbabwe qui est 6e dans ce groupe là. La suite des explications ce sera pour ce jour puisque donc avant donc de passer à ces explications, le Lesotho et le Rwanda vont jouer et l'Afrique du Sud et le Zimbabwe vont jouer, mais on fait le point des rencontres disputées toute la journée d'hier comme temps pour la 4e journée de ces éliminatoires. Et donc l'Érythrée et le Niger, la rencontre que possède des formations a été annulée. La Somalie s'est inclinée à domicile face au Botswana 3-1. La Guinée équatoriale a pris le dessus sur le Malawi 1-0 pour la formation équato-guinéenne. Il y a cette victoire du Bénin 2-1. On en a parlé déjà de long large. Et puis l'Ouganda qui s'est incliné face à l'Algérie 2-1. La Guinée-Bissau et l'Égypte se sont séparés 2-2. Un but partout malgré la présence de Mohamed Salah. 2 buts partout. Score parité entre la Sierra Leone et le Burkina Faso. Il faut dire que le Mozambique a réussi à s'imposer au Sélé national de la Guinée de Naby Keïta. Et puis pour finir, de Kaba Diawara également, bien entendu, le sélectionneur de cette formation. Et pour finir, ce sont les Black Stars qui ont réussi à arracher la victoire donc face à la République centrafricaine
4-3, s'il vous plaît. 7 buts inscrits au cours de cette explication. On passe à la suite des rencontres de la 4e journée. Ce sera pour ce jour à partir de 14h. Le Mali sera en déplacement pour affronter les Malgaches. Donc à partir de 14h, je le disais, Madagascar-Mali, rendez-vous à prendre donc ce jour. Kenya affrontera la Côte d'Ivoire à la même heure. Le Soudan du Sud aura pour adversaire l'autre Soudan arabe. L'île Maurice jouera contre l'Eswatini. Le Tchad accueillera à 17h cette fois-ci les îles Comores, Lesotho, Rwanda. Ça, c'est les autres rencontres comme temps pour la 4e journée au niveau du groupe C, le groupe du Bénin. Là, ça fait le choc des leaders avant la victoire du Bénin. Le Rwanda qui est 3e et le Lesotho qui est 2e. Le Cap-Vert accueillera donc l'équipe de la Libye. La Zambie affrontera la Tanzanie. Et pour finir, la dernière rencontre au niveau du groupe C, ce sera entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Donc, voilà pour ce qui concerne le programme de ces différents éliminatoires. La suite, il y a toujours à 20h maintenant, les îles Seychelles affronteront le Burundi. Angola jouera contre l'équipe du Cameroun. Le Gabon accueillera la Gambie. Et pour finir, le Maroc sera l'adversaire à jouer donc du Congo. Voilà. On va poursuivre avec d'autres informations. Pêle-mêle comme ça. Voilà, sportive toujours au niveau du football, mais cette fois-ci féminin avec l'internationale béninoise Aude Béjissi qui a réalisé une très belle saison. Voilà, avec son club, le Racing Club de Lens en Ligue 2 française. Elle a terminé donc meilleure buteuse du championnat. Elle était notre invitée hier soir sur le plateau de Canal Sport. Voici le point qu'elle nous a fait de sa saison. Très contente de la saison. Je suis fière de ce que j'ai pu accomplir. Je ne l'ai pas fait toute seule parce que sur le terrain, il y a 11 joueuses quand même. Justement. Qui t'aident à t'améliorer et à te donner à fond sur un terrain. Donc, je suis fière de ce qu'elles m'ont apporté et je suis là aujourd'hui. Pour le futur, d'abord, l'objectif, c'est collectif, hein. Parce qu'avec Lens, on a décidé de jouer le maintien cette saison. Ça a été dur la saison, mais on a bien fini. On a assuré notre maintien. Et je pense que la saison prochaine, on va essayer de jouer les premiers rôles, je pense. Pour le moment, j'ai un contrat de 2 ans. J'ai fait 1 année déjà. Ça reste 1 an encore. Du coup, je ne peux pas dire je ne suis pas à Lens ou je suis à Lens. On a fini la saison il y a pas très longtemps. Et comme j'ai un contrat, je suis toujours une joueuse de Lens et je pense que je serai là la saison prochaine, j'imagine. Ouais. Et toujours sur le plateau de Canal Sport, hier, on a reçu également les jeunes béninois qui œuvrent pour le réconfort, je dirais, des footballeurs béninois au plan national à travers les awards SICAFOR cette année. C'est déjà la 6e édition et elle est prévue pour le 16 juin prochain. Faudel Amoussou est le directeur marketing et communication des awards SICAFOR. Il nous a dit, il nous en dit plus dans cet extrait que je vous propose de suivre. Quand les joueurs font un championnat, une saison est assez longue, relativement longue. Donc, à la fin de cette saison, il faut qu'ils puissent avoir un prix, quelque chose qui puisse récompenser leur saison. Et donc, sur le plan local, les joueurs ont fait une bonne saison dans l'ensemble. Donc, les meilleurs seront primés. Également, nos joueurs à l'étranger seront primés. Il y aura beaucoup plus de prix aux dames parce qu'il faut aujourd'hui accorder une grande importance au foot féminin qui est en plein essor. Et comme on peut le voir aujourd'hui, on a beaucoup plus de joueuses à l'étranger. Donc forcément, il y aura beaucoup plus de trophées parce que les éditions dernières, on a récompensé que la meilleure joueuse à l'étranger et la meilleure entraîneuse, je crois, du football. Mais cette année, il y a beaucoup d'autres distinctions réservées aux joueuses. Le programme cette année, c'est d'abord la grande soirée de gala. C'est l'activité phare qui aura lieu le 16 juin prochain au Majestic de Kadjaou. En prélude, normalement, il devait avoir le match de gala un peu comme à la 5e édition. Mais faute de disponibilité du stade, le comité d'organisation a décidé d'annuler ce match de gala. Mais il y aura quand même d'autres activités qui serviront d'activités de substitution parce qu'il y a des joueurs internationaux, des caisses qui seront sur cette édition. Déjà, il y a
Timur Bakayoko qui est annoncé, ancien joueur du Milan et de Chelsea. Il y a et de Monaco avec la génération Kylian Mbappé. Et de Monaco, voilà la génération Kylian Mbappé. Il y a d'anciens joueurs très connus aussi, Wilfried Bony qui a fait Manchester City. Justement, donc, voilà, et il y a beaucoup d'autres joueurs, des internationaux béninois qui ont un peu disparu de la scène que Sikafo essaie de ramener au devant de la scène. Allez, vous l'avez bien compris, donc ce sera tout pour sport ce matin. Wahab, on ne se sépare toujours sur cette belle note, la victoire historique du Bénin face au Nigeria. Victoire historique ça va du rester Bénin dans les annales et de toutes les façons, ça continue de ragaillardir le peuple béninois. Je me demande jusqu'à quand, de toutes les façons. La course, c'est un marathon puisque c'est 10 journées pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Dans chaque groupe, il y a 6 équipes, mais c'est les seuls premiers qui seront qualifiés pour cette compétition puisque le Bénin, l'Afrique aura envoyé 9 représentants pour cette édition de 48 nations. Allez, on va commencer par encourager, n'est-ce pas, les guépards du Bénin. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour la page sport, mais le plateau Actu Matin se poursuit avec notre invité Boga Koupaki qui nous rejoint donc sur le plateau. Juste après cette petite transition, on parlera d'un mouvement, la caricature du président 2026. De quoi cela retourne? Boga Koupaki répond à tout. Boga Koupaki, bonjour. Bonjour, Wahab Alikwara. Alors, docteur, vous êtes le président du mouvement Caricature 2026. De quoi s'agit-il exactement? Merci pour l'honneur que vous nous faites. Et je voudrais remercier la maison, Canal 3 et puis Fraternité, également une maison qui nous a accompagnés depuis plus d'1 an. D'une manière ou d'une autre, d'ailleurs, nous sommes là ce matin. Et nous remercions également tous ceux-là qui nous ont soutenus, accompagnés, qui ont toujours cru et ont prié pour nous, surtout cela. Venant donc à votre préoccupation, nous sommes partis d'un constat aussi amer que cela devait se laisser. Depuis la conférence des forces de la nation et les premières élections de 91, les élections présidentielles, nous avons constaté que on est arrivé à concéder ce qu'on appelle des compromis et des compromissions pour aller aux élections. Jusque-là, le problème ne se posait pas parce que le président Dieudonné Soglo était élu en 91-96 et puis avec un grand programme pour développer le pays parce qu'on a connu de 72 à 90 avec le marxisme-léninisme la période révolutionnaire de notre pays qui a été dirigée par le général Mathieu Kérékou. Et puis à la conférence des forces de la nation, on a décidé d'emprunter une autre marche, c'est-à-dire la démocratie, et ce qui a amené à une élection aussi importante de 91. Et puis, comme je le disais, le président Soglo avait espéré le développement avec un programme clé. Et puis, les acteurs politiques qui constituaient la machine politique à l'époque, excusez la tautologie, 2 ans après n'étaient plus d'accord parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, on laissait entendre pavé et minadois. Parce que... Est-ce que ce sont les pavés que nous allons manger? Nous allons manger, développer les routes, les infrastructures, ainsi de suite. Mais qu'eux, ils avaient besoin de remplir le ventre. Donc, les mêmes acteurs ont chassé, après le premier mandat, le président Soglo pour aller rechercher celui-là qu'ils ont décrié pendant 18 ans. Là n'est pas le problème. À la fin de 2006, les dégâts ou les conséquences positives ou négatives, on n'est pas là pour ça. On a constaté également que les mêmes acteurs, puisque de 90 à aujourd'hui, pratiquement, on voit les mêmes acteurs, sont allés chercher un homme nouveau à la BOAD. Ça va changer, ça doit changer, et ça peut changer. Et puis, on sait tout ce qui a été autour, 10 ans après, c'est-à-dire en 2016, on ne veut pas faire le bilan. Comme ça ne suffisait pas, les mêmes acteurs sont allés chercher le président Patrice Talon pour dire, lui, il venait avec un certain nombre de choses, avec un autre programme, la rupture, ainsi de suite. Et puis, au-delà même de ça, les gens attendaient, les Béninois attendaient des conteneurs d'argent. Et le monsieur est venu avec un programme clé qu'il a dénommé de décliner. Et vous écoutez tout le monde. On crie encore pour dire,
Voilà, est-ce que c'est... On a faim, voilà, on a connu même des membres du gouvernement qui, hier, étaient là, mais aujourd'hui, tiennent un discours que nous ne sommes pas là encore pour apprécier. Mais depuis quelques mois, je veux dire même il y a plus d'1 an déjà, vous avez constaté que la jeunesse, une partie de la jeunesse se remobilise avec quelques acteurs pour parler de suscitation de candidature. C'est là même, je dirais, l'élément déclencheur de notre mouvement. D'accord. Que donc votre mouvement vient corriger quoi exactement? Vient corriger les suscitations de candidature. Nous sommes contre, on se positionne comme contre les suscitations de candidature. En quoi ça vous dérange, vous? Exactement. Nous sommes dans un pays démocratique et de surcroît avec le système partisan. Et c'est bien clair, le pouvoir du peuple, pas le peuple pour le peuple, comme l'a dit Jean-Jacques Rousseau dans du contrat social. Et plus loin, nous voyons avec le système partisan que les acteurs politiques devaient travailler véritablement à positionner ou à présenter des candidats à la candidature de la présidentielle. Et non des individus pour des intérêts égoïstes ou personnels doivent se lever. Et ce qui amène les exemples que j'ai déclinés depuis 1991 à grincer les dents après une élection. Alors que c'est le peuple qui paie. Lorsqu'on s'organise à contrer un président qui développe un pays, ça c'est de la mauvaise foi. Lorsque quelqu'un pose des actes aussi importants pour le développement durable et qu'on ne trouve pas ce qu'on doit trouver de façon singulière dedans, on doit critiquer à longueur de journée, on doit faire de tapage pour dire que ce n'est pas bon, c'est le pays qui est en train de reculer. Donc du coup, il faut se positionner, aller sensibiliser, première chose, les populations qui sont enrôlées de manière, je dirais, précipitée pour dire, voilà ce que vous devez faire, on vient vous présenter un homme nouveau, il est neuf, c'est lui qui peut faire l'affaire. Je vous en prie. Donc vous souhaitez que ce soit l'inverse, c'est-à-dire que ce soit des individus qui vont présenter, je dirais, le portrait robot du meilleur président, et vous proposez que ce soit beaucoup plus les populations elles-mêmes, n'est-ce pas, qui présentent cette affiche. Exactement, les populations présentent, mais pas le portrait robot, ni la posture, pas du tout. D'accord. La population se réunit et définit les secteurs ou les plans sur lesquels le prochain président doit aller. Puisque on ne peut pas, on n'est plus en position de décliner le portrait robot d'un président de la République. Non. Si on le fait, c'est qu'on n'est pas patriote. Le prochain président sera un Béninois. Il n'y a rien à y faire. Ça, c'est le portrait robot. Donc, du coup, quels sont les différents chantiers depuis 90 ou, si vous voulez bien, de 60 à aujourd'hui, les chantiers qui sont déjà meublés, quels sont les secteurs qui restent et qu'est-ce que nous faisons? C'est la question qu'on se pose. Et pour ça, il faut aller vers les populations, les rappeler. Et c'est pourquoi, à l'entame de mon intervention, j'ai rappelé du contrat social de Jean-Jacques Rousseau qui lie, c'est-à-dire une interactivité entre le dirigeant et l'électeur. C'est-à-dire quel est le contrat entre la population et l'électeur aujourd'hui, si ce n'est pas un projet de société qu'on présente et que ce peuple, peut-être ignorant parfois, refuse même de prendre connaissance ou de lire. Donc nous nous sommes dit, le pays nous a déjà tout donné. Nous avons la possibilité de réfléchir tout au moins. On a une tête, on a un rang social, on a des bagages qu'on peut peut-être partager avec les populations qui n'ont pas compris parce que, comme l'a dit dans la Bible, le Père Céleste, mon peuple périt faute de connaissance. Et nous avons pris le bâton de pèlerin pour faire le tour des départements, pour sensibiliser les populations. En quoi consiste exactement votre mission sur le terrain? La mission consiste d'abord à sensibiliser, comme je le disais, et puis de demander à la population, vous attendez quoi du prochain président? À quelle population vous vous adressez? La population à laquelle nous demandons ces questions ou à qui nous adressons nos questions sont constituées des Béninois, d'accord, dans les différents secteurs, des Béninois militants, partis politiques, de la mouvance de l'opposition, de la société civile, des corps de métier, et puis des gens qui s'intéressent comme ça à la politique, des femmes, des jeunes qui viennent donner de la voix pour dire le prochain président, voilà ce que nous on attend. Et je pense que ça corrigerait beaucoup
le fait que les gens consignent, des candidats vont consigner des cabinets à l'international pour écrire leurs produits de société. Quand vous lisez, c'est tellement joli, c'est tellement important, c'est tellement beau, mais qui n'a rien à voir avec nos réalités. En résumé, donc, il faut casser tout cela, aller au contact des populations et recueillir leurs réels besoins. Exactement, qui permettra de sceller ce que nous avons appelé le contrat, permettre à ce que demain, lorsque vous faites un choix, vous pourrez assumer véritablement ou demander les comptes lorsqu'il s'est agi de ce que, quand quelqu'un a envie d'avoir des projets pour vous, viendra vers vous et vous allez lui dire, voilà ce que nous on attend. Est-ce que tu es prêt pour faire telle chose avec nous? Et chacun a sa feuille de route qu'on peut contrôler, qu'on peut voir, qu'on peut suivre. Et je rappelais tout à l'heure que nous venons de faire 9 départements. On fait un département par mois parce que c'est ce qu'on peut. C'est avec nos propres moyens. Les moyens, c'est d'abord la ressource humaine. On n'a pas besoin d'un politicien, on n'a pas besoin d'un bailleur pour le faire. On l'a fait jusque-là et je pense que nous sommes en train d'aller à la fin. 9 départements sur 12. 9 départements sur 12. Vous êtes à quel département actuellement? Nous avons commencé par le Zou. D'accord. On a commencé par le Zou. Après, nous sommes allés dans le Mono. Et nous sommes allés dans la Takora, on est revenu dans le Plateau, nous sommes allés en janvier dans la Libori, en février nous sommes dans le Borgou, en mars on a fait la journée de la femme combinée pour parler de la femme également dans les collines. Nous sommes revenus le mois qui a suivi dans le Koufou, et puis on a fait l'Ouémé. En mai, en juin, nous sommes dans le mois du département que nous sommes en train de préparer. Dans le département de l'Atlantique que nous sommes en train de préparer. Donc le juin, ce mois-ci, le mois courant, on fera le département de juin. Et puis ça va rester Borgou et puis le littoral. Donc après ça, on pourra ajouter, si on le veut bien, peut-être des universités, de grandes universités ou les universités en Alors, plus de l'interactivité dont vous parlez quand vous descendez sur le terrain, comment le travail se fait exactement? Vous posez des questions aux gens, comment vous les ciblez, comment les échanges se font? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, constituer l'échantillon, constituer des acteurs politiques, de la société civile, des femmes et des jeunes, ceux-là qui sont des curieux également de la chose publique, qui viennent, et puis nous posons le diagnostic et on demande à la population, parmi elles, on trouve quelqu'un qui doit prendre note de ce qui est dit, la discussion est ouverte, ce qu'ils ont collecté, c'est ça, nous on retient 10 critères par département. D'accord. Quels sont les critères phares que vous retenez? Ou bien les critères varient d'un département à un autre, ou bien les mêmes critères sont identiques pour tous les départements? Les critères varient d'un département à un autre, mais il y a des points. D'accord. Quand nous prenons par exemple que le prochain président doit être quelqu'un qui aime le social, c'est pratiquement dans tous les départements. Tout le monde aime entendre ça. Exactement. Donc, quand vous prenez, par exemple, que le prochain président doit être un ancien élu ou quelqu'un qui a déjà fait l'expérience, qui a un parcours politique, on a 2 départements sur 9 qui ont réclamé encore un opérateur économique à l'étape de nos travaux, de notre tournée. Il y a des départements qui demandent à ce que la création plus d'emplois revienne. D'autres demandent à ce qu'on convertisse les EM dans d'autres secteurs d'activité. Il y en a qui voudraient qu'on revoie un peu la politique de création d'entreprises pour promouvoir les entrepreneurs locaux. Il y en a qui voudraient bien que les femmes soient plus dans les activités génératives de revenus pour plus d'autonomie, etc. Donc, on fera le condensé d'une manière ou d'une autre dans un document peut-être qui sera peut-être à la portée de tous et ceux-là qui aspirent lorsque on veut être sérieux. La thérapie choc que nous constituons avec le mouvement La Caricature du président 26, c'est d'abord la première, un label que nous avons conçu, qu'on a vu que généralement d'aucuns disent que la jeunesse est manipulée à la veille des élections et tout ça. On a dit mais il faut se positionner pour corriger ce tir, pour que les gens ne disent plus que la jeunesse n'a pas d'initiative, n'a pas besoin d'un aîné avant de pouvoir aboutir à un résultat aussi concluant ou convaincant, de travailler à ce qu'on puisse reconnaître que la jeunesse prend également
sa place dans, je dirais, dans la d'une cité. manière ou d'une autre, mais contribue de façon efficace à la construction de la cité, exactement d'une manière ou d'une autre. D'accord. Alors, Dr Boga Koupaki, vous avez précisé que vous faites un département par mois, donc je suppose que sur 9 départements, ça veut dire que nous sommes au 9e mois, n'est-ce pas? Vous recensez, je dirais, le besoin des populations qui constituent donc les critères à condenser dans un document plus tard. Sur le terrain, depuis 9 mois, je dirais, de travaux, sur le terrain, comment vous appréciez, je dirais, la posture de ceux-là qui suscitent les candidatures et dont votre mouvement vient en quelque sorte corriger l'élan? Merci beaucoup. Lorsque le 23 juin 2023, on lançait le mouvement à Parakou, la cité des Koubourou, je l'ai mentionné dans mon intervention que le seul mouvement qui pourra tenir jusqu'à la fin de 2026, que c'est notre mouvement parce que on veut combattre. Et puis, on a combattu le bon combat. Même si nous sommes encore là, on va faire ce qui reste. Parce que quoi? Ce n'est pas forcément la majorité qui dit la vérité. Une minorité peut être porteur ou porteuse d'une bonne nouvelle, mais au nom de la démocratie, au nom de la masse, elle peut être étouffée. Donc, du coup, nous avons décidé de faire un travail qui, à la lumière de tous, et puis je ne t'ai pas dit, j'ai eu la chance d'être cambriolé par rapport à cette affaire. Oui, 2 fois déjà. Oh, c'est même une chance pour vous. Bon, vous savez, le souffle que Dieu m'a donné, le souffle que Dieu m'a donné existe encore. Et je peux comprendre, ou je peux comprendre que lorsque vous décidez de faire quelque chose, un combat d'idées du genre, vous êtes combattu. Donc, tant que nous avons la vie, et puis ça suit son cours. Et je me rappelle le 13 août, c'est-à-dire le mois qui a suivi, dernier, nous étions à Cotonou avec une petite rencontre avec la presse, les amis de la presse, à qui nous avons exposé le projet et demandé leur soutien. Et je l'ai dit également dans ma note introductive, combien de fois je remercie ceux-là qui nous assistent, nous soutiennent. Et c'est grâce à eux que nous vivons, nous existons. Parce qu'on peut beau faire un travail qui est bien, excellemment riche, mais qui ne sera pas connu. Donc, sur le terrain, comme vous venez de le dire, la posture de ceux-là, c'est que ceux dont vous venez combattre l'idée. Nous sommes en rivalité, puisque généralement, comme je l'ai dit tantôt, la manipulation, peut-être plusieurs formes, le marché de citation de candidature entre griffes a pris de l'ampleur ces dernières années. Et quand on dit stop, il va falloir rentrer dans les rangs. Et le tout ne suffit plus de faire du discours, mais c'est d'être concret, aller au contact de ces populations-là. Parce que nous, on n'est pas sur des rings pour pouvoir se lancer. Non. C'est des idées que nous concevons et nous partageons avec nos paisibles populations pour dire elles sont plus concernées que tout le monde. Et qu'elles doivent se réveiller. Alors, Boga Koupaki, quel travail faites-vous exactement pour être audible, pour que votre message puisse vraiment passer? Parce que la population à laquelle vous vous adressez, n'est-ce pas, était elle aussi habituée à cet exercice de suscitation de candidatures et autres. Il y en a qui travaillent à faire susciter, je dirais, leur candidature et autres. Bref, on connaît ce schéma. Vous qui venez avec une autre forme, une nouvelle vision, une façon de voir autrement les choses, comment vous faites pour être écouté sur le terrain? Non, je pense que on dirait que la population en avait besoin. Donc, avec l'avènement de la rupture, nous avons eu une petite chance. Les choses ne se passent plus comme avant. Les choses ont changé. Donc, les messes d'action de grâce et puis je dirais, comment je vais qualifier ça? Le culte, par exemple, de la personnalité a disparu un peu dans les rangs de la population. Et puis, les initiatives pêle-mêle, on organise tel événement pour remercier. Parce que c'est dans ça que ces événements prennent corps. Donc, on a eu la chance de connaître la rupture qui a mis un peu
de bémol. Qui a décidé de rompre. Qui a mis un peu... La population est en train de rentrer dans le schéma. Donc, elles ont pris le pli. Et puis, ça nous a aidé aujourd'hui quand vous venez vers les populations. Mais la grosse difficulté, c'est que lorsque vous avez des casquettes, peut-être comme acteur public, quand vous venez, il y a des régions, quand vous venez, on dit c'est le président de la République qui vous a envoyé. D'autres vont dire c'est tel candidat qui vous a envoyé. Et puis, on voit toujours dans la main soit visible ou invisible d'un candidat ou d'un acteur politique. Donc, d'autres suscitent candidature. Et même nous, ce que nous faisons, les gens restent même là et disent c'est tel candidat qui le finance. Donc, quel financement, pourquoi, comment. Jusque-là, ils n'ont pas pu sortir les preuves. Donc, je pense que au-delà de ce que la population avait besoin d'être écoutée, également, heureusement qu'on a vu quelques jours, le président Patrice Talon a bien voulu aller faire de la désinformation, de la désintoxication également sur le terrain par rapport à un certain nombre de choses. Mais je pense que vous avez écouté également que les populations ont apprécié, mais ont encore des attentes. Donc, c'est les attentes qui comptent également aujourd'hui. Quels sont les trois départements qui vous restent? Oui, nous sommes dans le mois de l'Atlantique. Après, il y aura le mois du Borgou. Et puis, on va peut-être finir cette partie de la douzaine dans le littoral. Et puis, on va se voir en concertation et voir si nous n'allons pas prendre quelques codes métiers et puis les universitaires qui constituent également d'autres classes, d'autres départements à prendre en compte pour pouvoir faire des analyses aussi exactes soient-elles et permettre à ce que nous puissions véritablement booster ce qu'on a décidé de faire depuis le départ. Et il faut rappeler que rien ne sera plus comme avant. Et la population elle-même doit être très éveillée. La dynamique dans laquelle nous retrouvons, c'est de faire les choses pour que on ne retombe plus dans des revers, retomber encore, parce que la chute... On n'endosse plus la chemise du passé. La chute libre, et puis, éviter, on a voulu évoluer, il faut qu'on évolue. Et on doit remercier tous ces acteurs-là qui travaillent et décourager ceux-là qui refusent que le Bénin décolle. On vous aurait entendu. Allez, Dr Bouga Koupaki. Merci, Wahab. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes, je dirais, le président du mouvement Caricature 2026, n'est-ce pas, qui vise à lutter, s'il faut dire les choses de façon littérale comme ça, qui vise à lutter contre la suscitation des candidatures. Dr Bouga Koupaki, merci d'être venu par ici. Allez, on prend une petite pause et puis on vient s'adresser un peu à nos candidats aux différents examens. C'est Esther Tofa qui nous apporte le petit secret, n'est-ce pas, comment se comporter, sinon quoi manger et comment manger en période d'examen. C'est notre, je dirais, spécialiste santé maison qui nous propose, je dirais, cette petite thérapie. On la rejoint juste après ceci. Esther Tofa, bonjour. Bonjour, Arab Alekbara. Alors, nous sommes en période d'examen, c'est connu. On a fini le CEP, le BPC est en cours. On a également d'autres candidats pour le baccalauréat et c'est une période quelque peu sensible pour ces candidats. Il faut savoir quoi manger et comment manger. Donc, il faut être un peu rigoureux avec les enfants. Nous allons, n'est-ce pas, nous intéresser à leur alimentation ce matin, Esther Tofa. Effectivement, Arab, c'est une période extrêmement sensible. Le moindre malaise pourrait mettre fin à la composition d'un candidat et pour cela, il faut faire attention à quoi manger et à comment manger. Il faut prioriser les aliments protéinés, nous conseille Dame Mireille Degueno-Douaro. Elle est infirmière d'État, pédiatre et spécialiste en nutrition. On va l'écouter. Surtout des repas riches en protéines, car ils ont besoin de calories. Les protéines donnent plus de calories que les autres substances. Beaucoup de fruits aux enfants, cette période-ci. Mais il faut éviter de leur donner trop d'huile, trop de sucre, le sel, pas trop. Il faut mettre ça dans leur repas, mais pas trop,
Pourquoi je dis tout ça? Tous les parents ne font pas des bilans à leur enfant. On ne sait pas qui sont prédisposés à des maladies comme une hyperglycémie dans leur organisme. Le sucre que nous utilisons au Bénin, c'est un sucre synthétisé. Ce n'est pas de sucre qui est normal à conseiller dans les repas. Et si vous arrivez à trouver du miel pur, cette période, même si les enfants veulent prendre leur bouillie, il faut éviter de mettre le sucre. Si on peut mettre le miel, ça serait très bon. À midi, si le centre des examens n'est pas loin, ce qui est conseillé est que maman prépare un repas rapidement avec de l'eau plate et non les jus. Surtout les jus en canette, les jus qu'on trouve partout là. Non, il faut leur donner de l'eau propre, de l'eau potable à boire. Maman fait son repas et l'amène. Ce que l'enfant aime manger, elle fait ça, mais bien riche en protéines, avec un fruit toujours à midi. Et l'enfant boit de l'eau. Alors, Esther Tofa, on a écouté Madame Mireille Deguénon, qui est pédiatre, mais qui conseille d'éviter le sucre, trop de sucre, d'éviter trop de sel. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment mettre dans les oreilles de ces parents, n'est-ce pas, qui d'ordinaire proposent le thé matinal à leur enfant avant de se retrouver dans le centre d'examen? C'était également mon cas quand j'allais à l'examen. Oui. Et c'est le cas de plusieurs parents. Ils aiment faire plaisir aux enfants en cette période-là. Mais ce n'est pas du tout adéquat. Il faut éviter de donner du thé aux candidats tôt le matin. Et la spécialiste va nous rappeler ce qu'il faut vraiment donner aux enfants le matin avant d'aller. Donc, il faut éviter trop de sucre, il faut éviter trop de sel. Donc, en résumé, il faut se mettre à l'écart du thé matinal qu'on nous propose, ne serait-ce que à cette période. Et c'est ce qu'elle nous dira. D'accord, on écoute à nouveau Dame Mireille Deguénon. Si l'enfant est habitué à prendre une tranche de croissant. Et si dans les familles où on ne voit pas ces choses de pâtisserie, il faut faire la pâte la veille, un morceau avec une bonne sauce et l'enfant part. Ou des enfants qui ne sont même pas habitués à manger un fruit, la banane ou bien un jus d'orange. Parce qu'il y a des milieux où ils n'ont rien de tout ça à la main, ils arrivent à manger. Donc je parle à tout le peuple béninois et non les citadins. Donc, le matin, l'enfant prend un tout petit peu de repas. Même le riz couché, le riz qu'on a fait la veille, on chauffe vite, on lui donne un peu. Il mange rapidement, on l'amène. Mais il ne faut pas dire, on va faire le thé, on va faire Milo, sucre. Ces genres de choses-là, l'enfant peut avoir maux de ventre. L'enfant peut commencer par vomir, ça va agir. Voilà, Warab, ce n'est pas bien de prendre du thé les matins quand on va à l'examen. Les parents, j'espère qu'ils auront compris. Mais pour le coup, elle a tenu à donner quelques conseils, pas forcément côté alimentation, mais elle a voulu prodiguer quelques conseils aux parents en cette période d'examen. On va l'écouter. Oui. Tous les parents déparasitent leurs enfants, car s'il y a trop de verre dans leur ventre, l'émotion fait que le jour de compo, ils ne commencent pas à avoir l'hypersialorée. Ça veut dire quoi? Il y a la salive qui monte parce qu'ils ont peur. Et l'enfant va commencer par vomir. Ça, la seule suffit pour gâter tout. À part le déparasitage, nous allons aborder les traités. Ceux qui sont des enfants fragiles, les drépanocytaires, les enfants qui tombent régulièrement malades. Il faut les traiter. Ne serait-ce que des préventions de telle ou telle chose. Et en plus de tout ça, là, il faut les vitaminer. Les vitaminer, là, ça veut dire quoi? Il faut leur donner des vitamines en forme de prévention pour un manque dans cette période. Voilà, Wahab, elle nous a prodigué quelques conseils et il faut toutefois demander aux parents d'aider les candidats à garder le moral tout au long de cette période sensible. La santé mentale n'est pas du tout
à négliger. D'accord, c'est un aspect non négligeable. Il faut prendre ça au sérieux. Il faut certes encourager les enfants, les motiver à aller composer, mais il ne faut pas davantage les stresser. Il ne faut pas trop les gaver de nourriture en cette période, je dirais, des examens de fin d'année. On va souhaiter donc bonne chance aux différents examens, n'est-ce pas? Ceux qui ont déjà été évalués, je parle de ceux du certificat d'études primaires, ceux qui sont en cours, le BPC et ceux à venir, le baccalauréat. Esther Tofa, merci beaucoup pour cet exercice matinal en page santé. Merci à vous, Wahab. On fait venir les débatteurs par ici pour évoquer l'actualité. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Coucou mes Warriors, alors je m'apprête à déballer ma nouvelle machine à laver achetée chez Mikem Technologies. On y va. Il s'agit du lave-linge Samsung, l'original 10 kg. Bon, à l'achat, le vendeur m'a dit que je n'aurais pas besoin d'un plombier pour l'installer. Et voilà. Alors, suivez la démo. Je raccorde le tuyau d'alimentation d'eau au robinet. Bon, là, j'ai deux options, le lavage à chaud ou le lavage à froid. Alors, à froid, cold. Il faut bien visser le second bout au robinet. Voilà. J'installe bien le tuyau d'évacuation. J'ajoute mon linge sale, bien sûr. Mon détergent, super important. Voilà, très bien. Et hop, c'est parti. Et voilà, faites comme moi, facilitez-vous la vie. Procurez-vous donc dès maintenant votre lave-linge dans l'une des boutiques Néo et Allo à partir de 279 900 francs CFA. Et si on arrêtait de regarder la télé comme avant? Canal+ présente le décodeur connecté. Un concentré de technologie pour une nouvelle expérience. Naviguez dans une interface fluide et immersive à la découverte du meilleur de la télévision. Plus de 50 000 programmes en replay et 300 chaînes en direct pour le plaisir de toute la famille. Prenez le contrôle du direct et revenez jusqu'à 8 heures en arrière. Grâce à la connexion Internet, gardez le signal même en cas d'intempéries. Nouveau décodeur connecté. Plongez dans la nouvelle expérience Canal+. Venez l'essayer. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. l'AFIA, le bonheur de votre famille.
Coucou mes Warriors. Alors, je m'apprête à déballer ma nouvelle machine à laver achetée chez Mikem Technologies. On y va. Il s'agit du lave-linge Samsung, l'original 10 kg. Bon, à l'achat, le vendeur m'a dit que je n'aurais pas besoin d'un plombier pour l'installer. Et voilà. Alors, suivez la démo. Je raccorde le tuyau d'alimentation d'eau au robinet. Bon, là, j'ai deux options, le lavage à chaud ou le lavage à froid. Alors, à froid, cold. Il faut bien visser le second bout au robinet. Voilà. J'installe bien le tuyau d'évacuation. J'ajoute mon linge sale, bien sûr. Mon détergent, super important. Voilà, très bien. Et hop, c'est parti. Et voilà, faites comme moi, facilitez-vous la vie. Procurez-vous donc dès maintenant votre lave-linge dans l'une des boutiques Néo et Allo à partir de 279 900 francs CFA. À nouveau, bonjour. C'est l'heure de nos discussions de ce matin. On évoque l'actualité avec les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle, section de juin 2024. Ils sont 124 840 candidats, n'est-ce pas, à aller à l'assaut, sinon à la conquête de ce diplôme. William Kilikan, bonjour. Bonjour Wahab, bonjour à tous. Eric Guédénon. Bonjour Wahab. Bonjour, Franck Arounou, bonjour. Bonjour Wahab. Allez, on a eu une première journée hier. Les épreuves ont été lancées depuis hier sur l'ensemble du territoire avec, je dirais, de bonnes nouvelles, étant donné qu'on n'a pas enregistré d'incidents. William Kilikan, quelle est votre appréciation? Un peu comme le certificat d'études primaires, les choses démarrent. Et c'était le souhait de tout le monde. Justement, plus personne n'a intérêt à avoir des années scolaires en dents de scie et des examens en juillet, sinon presque début août. Je crois que grâce à Dieu, grâce à des restrictions aussi par endroit et grâce au bon sentiment que certains ont retrouvé. On vous dira de compléter les mannes des ancêtres. Bon, si vous le voulez. Donc, grâce aux mannes des ancêtres. Si vous le voulez. L'école se déroule, sinon le calendrier scolaire se déroule comme il se doit jusqu'aux examens nationaux. Vous savez, il y a des ratés dans l'organisation des examens qui ne dépendent pas forcément de la qualité de la préparation. Ces imprévus de dernière minute qui ont éprouvé le système scolaire aussi pendant quelques années. Je crois que de toutes les expériences antérieures, nous avons tiré profit, nous avons grandi. Sinon, depuis l'existence de la République du Bénin, nous avons su capitaliser nos acquis en termes d'organisation d'élections et je dis d'élections parce que j'aime beaucoup la politique, d'examens nationaux. Et justement pour ça, de plus en plus, on sent une certaine maturité, sinon une maturation, pour dire que le processus est en cours, des choses sont encore perfectibles. Et donc, pour ça, de plus en plus, nous avons des examens qui se déroulent dans la tranquillité, dans la douceur. C'est vrai que le CEP a été émaillé de quelques cas d'incidents malheureux dus à la nature. Vous savez, le décès d'un candidat, ça, ce n'est pas du rôle de l'État central ou de sa famille, qui, je présume, l'a sûrement bien préparé, l'a bien alimenté et tout. Bref, ça dépend de tout, sauf les gouvernants et gouvernés que nous sommes, vous et les autorités et nous. Et pour ça, on peut déjà se féliciter, on peut encore améliorer parce que la perfection est difficile à atteindre, on peut davantage il faut travailler à gravir les échelons en termes de recherche de perfection. Pour rester non seulement aux normes, mais tutoyer l'excellence et tutoyer des choses bien faites et bien profitées. Alors, Franck Arounou, comment vous voyez les choses depuis le début de la rentrée, n'est-ce pas, jusqu'aux épreuves lancées hier lundi, l'année scolaire, son déroulement jusqu'aux différentes compositions? Donc, il y a des acquis que nous avons
obtenu depuis un moment au Bénin. Il n'y a plus de perturbation de l'année scolaire parce que les questions de débrayage, de grève, à n'en point fini, ces questions-là sont définitivement réglées. Ça veut dire que nous avons des unités pédagogiques, des salles de classe qui fonctionnent du début de la rentrée jusqu'à la fin de la rentrée scolaire, telle que prévue par le calendrier établi par les autorités. Il y a également que le numérique aidant, l'avancée dans les technologies aidant et tout, eh bien, on a su maîtriser beaucoup de contours en termes d'organisation des élections. Aujourd'hui, nous avons un corps d'encadrement qui est omniprésent dans les salles de classe, dans les écoles, pour voir la qualité de l'enseignement que dispensent les enseignants. Il y a également des contrôles réguliers qui sont faits, et moi, je pense qu'il faut mettre cela à l'actif des autorités qui ont su imprimer un nouveau rythme, un nouveau dynamisme au secteur de l'éducation. Vous savez, dans un pays où l'éducation se porte bien, je pense que le développement de ce pays est bien amorcé, le développement de ce pays est garanti, du moins pour les cadres que nous allons former pour demain. Si on a fait tout cela au cours de l'année, les enseignants sont arrivés à l'heure, ils ont déroulé les cours, le quota horaire respecté, et bien entendu, également le nombre la quantité de cours qu'on doit dispenser, tout ça est respecté. Il n'y a pas de raison que, en fin d'année, que les organes ne soient pas bien organisés. Et d'ailleurs, vous avez vu, pour le CEP, on ne peut pas dire qu'une organisation humaine soit à 100% parfaite, mais déjà, quelques incidents, les rares incidents qu'on a observés, qu'on a enregistrés, ce ne sont pas de nature à dire que ces examens-là ne se sont pas bien déroulés. Dans l'ensemble, ça s'est bien déroulé pour le CEP. Et je pense que depuis hier, pour le brevet d'études du premier cycle, c'est pareil. Et on peut s'en féliciter, on peut se réjouir du fait qu'on n'a pas eu, comme par certaines années, on entend que dans telle localité, on n'a pas démarré à l'heure. On n'a pas démarré, on a découvert à la dernière minute que le centre était inondé. Voilà, ou même que les épreuves, il y a de petites difficultés. Je pense qu'on a conjugué tout cela. Ou bien des épreuves illisibles. On a rencontré beaucoup de soucis par le passé. Oui. Les autorités ont pris connaissance et ont pris la mesure de la situation, réglé ces détails, et nous avons des examens qui se déroulent normalement de plus en plus sans aménagement. Alors, Eric Guédéron, le mécanisme mis en place depuis l'avènement de ce régime nous a fait éviter les années blanches. Ça nous a fait également éviter, je dirais, les grèves perlées qui mettaient en difficulté les candidats, parce que ce qu'on entendait à la fin des épreuves, qu'il s'agisse du CEP, du BPC ou du baccalauréat, c'est que dans telle région, on estime que, en tout cas sur les épreuves, les questions posées, il y a ces apprenants qui n'avaient pas eu ces chapitres à l'école parce qu'il y avait eu des grèves et autres, tout ça. Vous pensez qu'on a vraiment fini avec tous ces cris de cœur? Oui, absolument. C'est à l'honneur de notre système éducatif. Généralement, les cas que vous évoquez, c'est plutôt du côté de l'enseignement public qui avait ce déséquilibre. Ce qui faisait qu'à l'époque, beaucoup de parents étaient obligés d'envoyer les enfants dans les écoles privées parce qu'au moins là-bas, on a la certitude, n'est-ce pas, de pouvoir dérouler l'année scolaire jusqu'à terme, voyez-vous. Ce qui fait que, de l'autre côté, les enfants ont connaissance de certain nombre de matières, n'est-ce pas, que les enfants du public n'ont pas. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est au même niveau d'apprentissage, puisque le programme est exécuté de la même façon que dans le privé, que comme dans le public, et ça permet donc à tous les candidats, n'est-ce pas, d'être au même pied d'égalité et de faire face aux épreuves. Je pense que la façon dont les examens s'organisent aujourd'hui, c'est le plus secret. Nous savons que depuis quelques années, on y a mis vraiment de l'ordre. Les différents acteurs qui sont outillés à son organisation, n'est-ce pas, se sont davantage améliorés, ce qu'il faut justement saluer et espérer que cela puisse continuer justement dans ce sens. C'est bien, et à la fois pour les enseignants, mais aussi pour les enfants, de savoir qu'on n'a plus de raison, n'est-ce pas, à évoquer. J'ai entendu des exemples d'épreuves illisibles,
de retard dans les centres de composition, n'est-ce pas? Vous êtes aujourd'hui dans vos centres de composition, à bonne heure, on lance les épreuves. Tout ce qui vous reste, c'est de travailler, de prendre connaissance de vos épreuves, de travailler. On a commencé le BPC hier, je pense que tout a bien commencé. Nous demandons aux parents de bien prendre soin des candidats, des enfants, n'est-ce pas, sur l'ensemble de ces jours de composition. D'accord, alors je vous amène sur ce palier, la question de moderne court et moderne long, William Clécan. On sait que, comme je l'ai annoncé, le BPC de cette année sonne le glas de ce style, je dirais, d'enseignement au niveau du BPC. Justement, vous savez, un peu comme on le reconnaît par rapport au niveau d'organisation de l'examen, ce n'est pas du temps de quelqu'un que les choses naissent ou les choses ont atteint le niveau que nous voyons. En fait, on a construit dans le temps et on a accepté d'apprendre le leçon du passé et de capitaliser ses acquis pour la suite. Je pense que c'est de ces différents diagnostics relevant du niveau des apprenants que cette mesure dite Mao Yonkakbo a été pensée et même adoptée, parce que je crois que le décret portant suppression des classes de 3e et 4e scientifiques et littéraires, c'est depuis février 2020 que ce décret, cet arrêté ministériel a été pris, et on a pris le temps d'informer. On avait parlé d'un moratoire de 2 ans dans les salles de classe. On avait accordé 2 ans de sorte à ce que les promotions de 4e qui avaient déjà commencé ou qui étaient, parce que cela préparait la rentrée 2020-2021, justement, donc pour que ceux qui allaient entrer en 4e en 2020-2021 se préparent. Et je crois que depuis lors, on a commencé par enseigner les 2 matières, bien qu'on n'évaluait pas les apprenants sur les deux matières. Donc on a laissé les 2 promotions de 4e et 3e passer. Et je crois que même l'année dernière, on pouvait y aller, mais on a hésité légèrement, sinon on a encore rallongé légèrement le moratoire, histoire de mettre dans la tête des apprenants que désormais, il ne faut plus parler d'apprenants qui ne font pas les PCT déjà en classe de 4e et d'apprenants qui ne touchent pas aux sciences physiques ou aux matières littéraires en 3e. Pour moi, c'est une réforme qui ne manque pas de pertinence, parce que vous savez, tout n'est pas noir sous la façon dont on a géré notre école, avec des choses que nous pouvons reprocher à Spirana et autres. Mais sur cette question, elle précisément, je trouve que on a laissé peut-être de mauvais gènes. Ça a trop duré. Et ça a trop duré dans ces apprenants-là qui, si vous voyez les apprenants bafouer les sciences physiques, déjà en classe de 5e, sans grande difficulté, sciences physiques en classe de 5e, ce n'est pas encore grand-chose, mais si vous les voyez bafouer les sciences physiques parce que on a mis dans leur tête que c'est trop difficile, des grands frères à eux les ont travaillé à se préparer pour devenir des littéraires, alors que, vous savez, nous tous on est conscients, la littérature, oui, fine langue, fine bouche, fin connaisseur de la langue de Molière, puriste, oui, mais vous savez, tout ça ne développe pas forcément un état. Ça rend élastique notre intelligence. Ça vous rend bavard. Oui, bavard, c'est-à-dire vous êtes fécond dans la réflexion, vous êtes fécond dans l'imagination, mais vous n'avez pas forcément les armes pour pratiquer, pour mettre tout cela en œuvre. Et de l'autre côté, vous voyez des apprenants qui se permettent de dire que s'ils ont 1 en anglais, ils auront le bac ou ils auront le BPC, parce qu'ils pensent que les sciences techniques, c'est 0 qui est justement qui est mauvais, sinon, qui est éliminatoire, sinon ils peuvent se contenter d'un en anglais, juste parce qu'ils n'ont envie de faire aucun effort. D'accord. Et alors, moi je trouve que cette disparité va quitter. Le temps qu'on donne la chance aux apprenants. Aujourd'hui, en 4e, ils ont 12 ans. 13 ans en majorité. Ils sont pas suffisamment outillés. Ils sont de leur sort jeunes comme et de leur avis. Alors, Franck Aounou, est-ce que vous pensez que c'est vraiment facile cette transition, surtout pour ceux qui s'étaient un peu moulés juste en littérature et qu'il faut désormais, je dirais, se montrer amoureux des PCT, donc physique, chimie, technologie, de la science physique comme on dit. Vous pensez que ce serait vraiment facile pour eux? Non, quand on parle de réforme en griffe,
Ce n'est jamais, ce n'est jamais facile. C'est de façon progressive que la mayonnaise prend. Et donc, dire que ce ne sera pas facile ou ce sera beaucoup trop facile pour certains, je pense que c'est un peu trop dit. Ça sera facile, mais ça va prendre avec le temps. Moi, je pense qu'on en est arrivé là parce que déjà, comme l'a dit William, lorsque vous êtes même déjà au niveau des cours primaires, on vous donne l'idée selon laquelle, eh bien, si vous allez au collège, c'est que vous avez la possibilité à un moment donné de votre cursus de choisir de faire les sciences ou pas, ou d'évoluer. Donc, certains qui savent lire quelques romans à la maison et qui ont la possibilité de résumer ça à leurs parents, on leur dit déjà, toi tu seras un littéraire. Et l'autre qui bricole les trucs à la maison, les parents décident déjà que celui-là il va faire les sciences quand il sera plus loin dans les études. Mais il refuse de dire qu'il sera juste dépanneur, je ne sais pas, de radio, et de donc, télévision. on trouve en chaque enfant des qualités, des aptitudes de sciences, de lettres, ainsi de suite. Moi, par exemple, quand j'étais petit, mon papa me faisait lire des livres, je les recopiais, ainsi de suite. Et il me disait, qu'est-ce que tu veux faire à l'avenir? J'ai dit, bizarrement, j'avais un journaliste que j'admirais beaucoup, je crois que c'est Gérard Migan, à la télévision nationale. Je dis, je veux devenir comme ce monsieur-là. Et donc, il me donnait beaucoup de livres à lire et je recopiais tout. Donc, on trouvait déjà en moi que celui-là, il est prédestiné à faire un job qui est dans le domaine des lettres, ainsi de suite. Je crois qu'il faut déconstruire cela au niveau des familles et dans la tête des enfants. Parce qu'il y a même des enfants qui, visiblement, ne développent pas des aptitudes dans les sciences, mais qui, demain, vous les voyez... Ils sont champions dans ces domaines-là. Il y en a qui ont des bacs D, mais qui sont journalistes. Il y en a qui ont des bacs A, mais qui peut-être ont de petites aptitudes qui leur font faire des jobs peut-être dans les sciences. L'avenir du monde appartient à la science. À la science. Il faut en tenir compte. Et c'est pourquoi moi je voudrais saluer cette décision-là pour dire que ça va corriger beaucoup de choses dans la formation des enfants. Maintenant, il ne faut pas décider pour décider. Qui dit science parle des mesures d'accompagnement. Lorsque vous mettez les enfants face à des expériences, comme on les avait fait avec des tubes, et des tubes qui sont vieux, ou le matériel qu'on nous faisait faire, avec lequel on faisait faire des expériences dans les classes de 5e ou de 4e, qui datent de Mathusalem. Parce que vous avez eu la chance de ces expériences. Nous, on les a vus dans des documents, en photocopie. Oui, nous, on a eu la chance. Jamais touché. Il faut respecter ceux qui ont vécu. Au sujet de Natitérou, on en avait quelques-uns, ces matériels-là, et on nous faisait faire des matériels bleus de bromotimol. Il faut ajouter tel acide aminé, en tout cas, les trucs qu'on nous faisait faire, on a eu la chance de toucher. Il faut le matériel. Alors, Eric Guédéron, n'est-ce pas, est-ce que vous pensez que cette transition, n'est-ce pas, avait sa raison d'être? Je comprends la logique selon laquelle on veut éviter le choix très tôt et permettre aux enfants de pouvoir avoir un regard sur l'ensemble des matières. Une imposition, il faut permettre à l'enfant d'avoir un regard sur l'ensemble des matières. Quand viendra le moment de choisir entre séries scientifiques ou séries littéraires, eh bien l'enfant va le faire. Mais c'est bien. Ça nous permet de ne pas être paresseux dans une matière tout en étant concentré sur une autre matière. Je pense que nous avons vécu tout ça. Nous, quand on avait la possibilité de choisir, on se rangeait plus de tout ce qui est littéraire. On mettait de côté tout ce qui est scientifique. On était carré. Pareil également pour ceux qui sont en matière scientifique et puis tout ça. Mais il faut dire aussi que comme l'a souligné William, à des moments donnés, il y a des aînés qui nous avaient effrayés aussi. C'est vrai. Mais après, nous parlons d'un système éducatif. Je ne sais pas aujourd'hui, quand nous prenons l'architecture de notre État, comment nous allons consommer le fruit de ces anciens élèves devenus grands scientifiques aujourd'hui dans nos universités, qui produisent des formules scientifiques, comment on arrive aujourd'hui à les consommer? Parce qu'il faut donner de la valeur, n'est-ce pas, à tout ce qui est science chez nous, pour que justement... On parlait de moyens d'accompagnement. Justement, pour que justement l'enfant qui est au collège, qui est à l'université, puisse avoir des modèles, puisse se dire, ah ben non, ce dans quoi je me suis rangé, eh bien, c'est pour rendre service à ma communauté, c'est pour trouver des solutions
à ma communauté. Je ne sais pas, pour ceux qui ont été grands littéraires, par la suite, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Aujourd'hui, pour ceux qui ont été grands scientifiques au collège, maîtrisaient les théorèmes de Pythagore. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont devenus et autres. Et autres, aujourd'hui, enfin, on se regarde, on se voit quand même dans Cotonou et ailleurs. Donc, je pense que à la fin, cela ne va pas nous sauver. Moi, je pense qu'il faut la formation technique. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour le gouvernement, il faut renverser la tendance, créer des lycées techniques pour que ça soit plus pratique, n'est-ce pas, pour les enfants. Oui, physique-chimie aujourd'hui pour nos enfants, ça va être quoi, purement théorique. Est-ce qu'il y a de laboratoires dans les collèges pour permettre vraiment aux enfants de pouvoir manipuler? Il faut y penser. Écoutez, nous, bon, c'était des livres et puis ça s'arrêtait là. Alors, vous avez parlé des théorèmes de Pythagore, de Thalès et autres. J'ai un ami, n'est-ce pas, qui est interpellé par un policier. Il faut le reconnaître, vraiment très brillant en mathématiques et autres, en tout cas dans les matières scientifiques et autres. Il est interpellé. Celui qui sauve d'ailleurs même ses amis. Le groupe conforme, c'est lui qui était bien brillant, n'est-ce pas? Il est interpellé par la police pour avoir pris sens interdit. Et un autre ami, lui là, il était pourtant célèbre en mathématiques. Qu'est-ce qu'il appelle des théorèmes de tout ça pour aller se retrouver dans sens interdit? Quelle géométrie a-t-il appliqué? On se demande quel théorème exactement il a appliqué là pour se retrouver. Bref, William Klikan, il faut, comme le disait Franck Arounou, des mesures d'accompagnement. Une chose je dirais, de réorienter les apprenants à faire face aux réalités du monde d'aujourd'hui, puisque les réalités du monde d'aujourd'hui, c'est bien entendu la science, mais étant donné qu'il faut préparer tout ce beau monde-là aux réalités de demain, il faut des laboratoires, il faut des équipements qu'il faut. Il ne faut pas juste que ce soit seulement théorique. Tout à fait, parce que, vous savez, une chose est de prendre une mesure, d'attendre des résultats, mais l'autre chose est d'y mettre des moyens et des hommes. Vous voyez, par exemple, je suis de ceux qui pensent que notre système éducatif est calqué comme tel pour nous appauvrir. Parce que, vous savez, bien des gens ont viré. Moi, de base, j'étais un scientifique. J'ai eu un bac scientifique. Mais aujourd'hui, tout ce que je fais, pas que dans la profession, même dans les études, tout ça n'a plus rien à voir avec les fonctions LN et exponentielles. Vous voyez? Donc, en fait, il faut reconnaître que notre système éducatif très tôt nous jette à des choses qui après nous embrigadent. Je parie que ça doit être peut-être le cas de littéraires qui se sont mis dans des carcans, qui après ont des aptitudes, ont des choses à développer, mais qu'ils n'arrivent pas à développer. Je comprends que la mesure actuelle est prise pour qu'on ait des viviers. Parce que quand on parle d'enseignement technique, il y a une grosse confusion que nous faisons souvent. L'enseignement technique a vocation à sortir des élites dans les sciences techniques, c'est-à-dire des ingénieurs, des développeurs, des concepteurs, des techniciens de haut niveau. Mais par contre, c'est la formation professionnelle qui nous permet en une courte durée d'avoir de petites connaissances et d'aller sur le marché de l'emploi, un peu comme des hommes de service, un peu comme nous le voyons, je ne sais pas, un mécanicien, un menuisier en aluminium ou en bois, tout ce que vous voulez. Mais l'enseignement technique a vocation à créer de grands chercheurs, de grands savants. On prépare, en imposant un peu à tous les enfants de découvrir d'abord tout avant de se caser, on les prépare à choisir quand ils ont la maturité ou la connaissance qu'il faut, les sciences techniques par exemple. Mais quand vous allez dans nos différents lycées, quels sont les moyens dont ils disposent si finalement ils optent? Quelqu'un qui opte pour la F3 aujourd'hui, est-ce que nous avons suffisamment d'équipements dans nos lycées pour le former à l'électricité comme cela se doit? Ou ce sont ces messieurs qui ont fait F2 électronique qui sont incapables de réparer dans leur propre maison les postes radio? On nous a promis 30 lycées pour l'échéance de la rentrée scolaire 2022-2023. Nous sommes bientôt à la rentrée 2024-2025. Ces lycées ne sont pas encore sortis. Les agronomes que nous formons à ces coups, un peu partout, qui ne sont pas capables de réparer leurs propres machines qui les aident. Ça pose problème. Alors, ça m'amène à vous poser cette façon de faire la science. Eric Edenon soulignait qu'il y a comment consommer, je dirais, cette élite-là, ces techniciens et autres qu'on forme, en tout cas pour leur donner cette passion, je dirais, dans la technologie, les sciences physiques et autres. William Klikan
à renchérir. Vous ne pensez pas que c'est vraiment maladroit qu'à la fin, on ait de grands ingénieurs comme ça, maintenant, qui deviennent monsieur bureau, monsieur cravate, monsieur costume dans les bureaux, sans aller utiliser pour autant, parce que dans les bureaux, ils sont juste occupés à des paperasses, à des paperasses, mais ils ne s'en vont pas, je dirais, utiliser le jus de cervelle qu'ils ont. Oui, et c'est là qu'il faut aller plus loin et trancher, parce qu'il faut voir le besoin sur le terrain et faire l'adéquation avec la formation que nous donnons. Si vous allez former des gens en automobile, où sont les industries qui vont nous permettre de construire des voitures et autres? Donc, nous avons des besoins. On viendra lui trouver une place dans un bureau au ministère de l'Industrie. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pourquoi les cerveaux fuient vers l'Europe et vers d'autres horizons qui leur proposent les conditions pour travailler. Et donc, moi, je pense que ici, il faut former en tenant compte du marché, du besoin de l'heure et du besoin de votre niveau de développement. Sinon, vous allez former des gens, et ils iront à l'extérieur et ils ne vont plus jamais revenir parce que là-bas, les conditions seront réunies, le traitement sera au point et ils vont préférer rester là-bas. Donc, moi, je pense qu'il faut approfondir la réflexion et voir ce dont nous avons besoin. Et c'est en fonction de cela qu'il faut même définir les curricula de formation au niveau de ces lycées, quand ces lycées seront construits et ouverts, pour ne pas, disons, former des gens qui vont rester à la maison. Mais en même temps, je voudrais que dans cette quête de pouvoir inculquer, disons, l'envie de faire les sciences aux enfants, qu'on n'oublie pas que avant d'aller vers les sciences, il faut également lire les formules, c'est le français, les livres que les enfants doivent consulter. Aujourd'hui, vous allez sur le net, vous tapez comment fabriquer, je ne sais, comment régler un problème de votre portable ou de votre portatif que vous avez à la maison. L'écran est noir, vous voyez quelques... Ça peut vous donner les premières notions, les astuces pour vous dépanner. C'est lorsque vous n'arrivez pas à le faire que vous allez chez le technicien. Donc, si vous ne savez pas lire ce que dit le net, ce qu'on vous propose, ça va poser un autre problème. Donc, il ne faut pas, en même temps qu'on veut encourager à faire les sciences, aller jusqu'à célébrer la mort ou bien faire le deuil des langues aussi. Des langues aussi. Il faudrait qu'on fasse, qu'on trouve le juste milieu, qu'on fasse un arrimage, un mariage pour que les enfants, en même temps qu'ils étudient les sciences, qu'ils puissent exceller également au niveau des lettres, parce que ça va permettre un équilibre dans leur formation. Alors, Eric Guédénon, nous avons le ministère de l'enseignement secondaire, de la formation technique et de la formation technique et professionnelle. Le gouvernement également, à travers ces différents programmes, laisse entendre combien il faut réorienter les apprenants vers cette formation technique et professionnelle, puisque c'est porteur d'avenir. Est-ce que vous voyez des dispositions prises en amont de manière à ce que c'est ceux-là qui seront sortis de ces écoles de formation technique et professionnelle, vous les voyez vraiment sur le terrain? Est-ce que vous voyez un schéma bien dessiné par le gouvernement ou par les autorités? Oui, je pense déjà qu'il y a une volonté politique de pouvoir changer les choses. Vous voyez, de sortir de l'ordre du classique, n'est-ce pas, et d'aller vers des formations professionnelles et purement techniques. Aujourd'hui, nous avons des écoles à caractère disciplinaire qui portent sur des secteurs de métier, écoles du numérique, écoles de ceci ou de cela. Tant mieux, si ça permet déjà à des jeunes de pouvoir rentrer dans ces écoles et de sortir directement avec des compétences qu'on peut utiliser, tant mieux. Sinon que vous savez, qu'on soit au collège scientifique ou littéraire, à la fin, qu'est-ce qu'on devient? On devient ce que la vie fait de vous, puisque après, il faut se débrouiller. Et donc, vous avez beau être l'élève le plus intelligent, l'étudiant le plus intelligent à l'université, vous vous retrouvez peut-être à enseigner, malgré votre intelligence, votre capacité à régler des équations, n'est-ce pas, qu'on vous connaît quand on était au collège ou à l'université, ou vous vous retrouvez, n'est-ce pas, dans un bureau à ne pas vraiment faire ce pourquoi vous avez été là. Voilà, ce pourquoi vous avez été formé. Je pense que c'est des questions qu'il faut régler, n'est-ce pas, au niveau de notre système éducatif, de faire en sorte que les génies qu'on a formés du cours primaire, du collège jusqu'à l'université, puissent se retrouver dans des environnements où on puisse vraiment utiliser vraiment le génie. Et je pense que aussi, on peut aussi déjà commencer par donner l'exemple en allant dans nos universités.
et en commençant, n'est-ce pas, pas utiliser les fruits de recherche de nos scientifiques qui sont... moi, je le dis parce que quand vous allez à l'université, qu'ils ont des problèmes d'électricité, de plomberie, ça m'étonne qu'on aille encore chercher à l'extérieur de l'expertise pour pouvoir régler ces problèmes. Ça pose vraiment problème. Ça pose vraiment un problème. Je pense que c'est déjà à l'intérieur qu'on peut déjà utiliser... la main-d'œuvre disponible, déjà, la main-d'œuvre peut être systématique. On est en train de former à pouvoir trouver véritablement des solutions. Oui. Ou les politiques qui, moi je ne sais pas quelle mouche le pique, on préfère aller à l'extérieur, trouver des experts pour venir proposer des documents d'implémentation, n'est-ce pas, sur des problèmes que nous avons ici, pendant que nous avons des chercheurs, des scientifiques, n'est-ce pas, dans nos universités qu'on peut exploiter, ou comme il y a travaillé sur un certain nombre de phénomènes, n'est-ce pas, il suffit seulement d'aller prendre ces documents, de les lire et de les implémenter. Ceux qui ont intérêt à consommer tout le temps nos ressources minières, nos ressources naturelles, sont ceux qui nous ont encouragés à avoir une éducation qui forme moins de gens aptes aux métiers techniques et professionnels. Parce que vous savez, c'est le premier pas vers l'industrialisation. Avoir votre ressource humaine pour l'industrialisation, le développement de votre industrie et la maintenance, la résistance de votre industrie dans le temps. Si tant est que vous n'avez pas des gens qualifiés, même quand vous serez en train de mettre en place votre industrie, vous aurez besoin d'appeler de l'expertise étrangère. La belle preuve, nos jeunes qui trouvent des emplois à la GDIZ, on connaît les emplois qu'ils sont en train de trouver, mais les domaines d'expertise pointus, les technologies elles-mêmes nous sont venues d'ailleurs avec des gens également venus d'ailleurs. Pour qui ça, c'est de l'emploi et c'est l'emploi qui fait 3, 4, 5, 10 fois le salaire des Béninois. Parce que c'est ça qui développe justement. Allez, on va évoluer, on va aborder un autre sujet très rapidement. Il y a les pluies un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Franck Arounou, on va, je dirais, évaluer un peu la capacité de résilience de la capitale économique du Bénin, Cotonou. On sait que le littoral a été arrosé d'une bonne dose d'eau, n'est-ce pas, ces derniers jours. Comment vous voyez les choses avec surtout le projet du gouvernement, ce projet fluvial qui est censé apporter une solution aux inondations qui était, je dirais, la marque de fabrique de Cotonou? Je sais que la période de pluie, c'est une période qu'on redoute le plus à Cotonou et environ, en raison du fait que quand il pleut à Cotonou, il y a des zones qui sont véritablement mal loties, il y a l'eau qui dit sa loi dans certaines zones. Moi, j'ai pu observer, par exemple, sur le boulevard de l'Étoile Rouge vers, disons, vers Zongo, en passant par le commissariat central de Cotonou. La dernière pluie qui s'est abattue sur Cotonou, j'ai pu observer encore une grande quantité d'eau qui ne permettait même pas de voir la chaussée lorsque vous passez. Ça, c'est un véritable problème. Mais je sais également, comme vous l'avez souligné, que depuis des années, il y a beaucoup de milliards qui sont déployés, qui sont investis dans Cotonou, juste pour maîtriser l'eau, l'eau qui tombe une fois qu'il pleut à Cotonou. Et donc, ces dernières années, j'avoue que avec les projets asphaltage, avec beaucoup d'autres projets, la construction de beaucoup d'infrastructures qui recueillent l'eau dans Cotonou, cela a baissé. Mais ça reste encore un défi pour nos gouvernants, parce que tant que la solution ne sera pas trouvée pour drainer toute l'eau qui tombe et qui parfois stagne pendant quelques jours. Vous allez dans la zone de Zogbo, par exemple, sur les pavés de Zogbo, quand il pleut, il y a encore des endroits où on peut observer l'eau 2 à 3 jours. Vous voyez? Donc, je pense que les plans qui ont été adoptés pour la construction de ces routes ou de la canalisation qui existait, eh bien, ça n'avait pas pris en compte le fait que la démographie au niveau de Cotonou allait exploser au fil des années. L'installation anarchique des populations. Sur le canal de l'eau. Sur le lit de l'eau, où on ne calcule rien, pourvu qu'on trouve quelques abris, on s'installe et puis c'est fini. Et même lorsque les autorités tentent de
de dégager ces populations, c'est compliqué. Et donc, on n'a pas réfléchi sur l'avenir, on n'a pas réfléchi véritablement sur des années comme on le fait dans les pays les plus développés. Lorsque vous posez un acte aujourd'hui, on se demande mais qu'est-ce que cet acte-là peut produire au bout de 30 ans, au bout de 50 ans. Mais chez nous, c'est pas encore. J'avoue que quand Soglo était à la mairie, des efforts ont été faits. Quand Boni Yaye est venu, le programme 3, ça vous dit quelque chose? Oui. Alors, William, j'allais finir. Les efforts ont été faits. Et même quand le président Talon est arrivé, il y a beaucoup d'efforts qui ont été consentis pour essayer de maîtriser ce phénomène de l'eau à Cotonou. Malheureusement, ça continue. Et je me demande si on pourra réellement trouver la solution définitive à ce... D'accord. Il suffit juste de ne pas rester les bras croisés, sans doute. Alors, William Clécan, beaucoup de milliards injectés, beaucoup d'initiatives pour mettre Cotonou hors de l'eau. Est-ce que vous pensez qu'avec ces pluies et autres qui se sont arrosées, qui se sont abattues sur le littoral et le projet d'assainissement fluvial de la ville de Cotonou, la ville est, je dirais, quelque peu résiliente face aux réalités du moment? Non, résiliente, pas encore. Peut-être au bout du tunnel. Le PPACI ne règle pas le problème de Cotonou encore. Le PPACI a aménagé de façon spectaculaire certains exutoires. Mais reconnaissons que les inondations qui étaient celles de Cotonou, ce n'est pas ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Justement, je disais que le PPACI a permis d'aménager certains exutoires naturels de l'eau, ce qui nous a rendus tous stupéfaits. Vous voyez, quand vous rentrez dans cette vie et environ, vous ne vous imaginez jamais, ou vous n'auriez jamais imaginé, quand vous êtes un habitué de Cotonou ou un natif de Cotonou comme moi, votre imagination ne vous amènera jamais à un développement de ces milieux de la sorte, avec des canalisations de drainage de l'eau pour directement les évacuer ces eaux du moins dans le lac Nokoué. Mais ce n'est pas pour autant que Vossa n'est pas Vossa, Sainte-Cécile n'est pas Sainte-Cécile. Et ça, c'est quand on décide de trop partir, même sur les axes, les grands axes, sur les artères principales de la ville. Vous voyez de l'eau pendant 3, 4, 5 heures de temps sur des chaussées quand même bien faites dans la ville. Vous voyez des quartiers qui ont bénéficié de programmes d'assainissement, de programmes de voirie, qui ont plutôt laissé les maisons en dessous du niveau de la voie, des maisons qui restent inondées 2-3 jours et qui ont recours plutôt aux canalisations, aux égouts construits aux abords des voies pour pouvoir libérer les eaux restées stagnantes dans les maisons. C'est un gros défi. Les différents pouvoirs auront fait ce qu'ils peuvent, nous le constatons, nous voyons la quantité d'efforts, la masse d'énergie que chacun y met. C'est un défi. Je suis très exigeant vis-à-vis de nos gouvernants, mais je pense que c'est une solution holistique qui doit être en train d'être construite pendant le temps qu'il faut, avec l'énergie qu'il faut, tout en sachant que Cotonou n'est pas la seule priorité du Bénin, qu'il y a d'autres villes confrontées à beaucoup d'autres problèmes. Abomey-Calavi, avec son 1 million d'habitants, va s'exposer de plus en plus à des questions d'eau, des questions d'inondation, notamment à l'entrée de la ville. Regardez le carrefour Torgoudo quand il pleut, et vous découvrirez que ce n'est pas parce qu'ils sont un peu loin de la côte qu'ils sont à l'abri. L'urbanisation, la forte concentration démographique aura engendré ces problèmes, et pour cela on va y réfléchir et trouver alors, Eric Guédénon, est-ce que vous ne pensez Mm. pas qu'il y a également l'action humaine qui est derrière à des endroits donnés, c'est-à-dire de ces populations qui manifestent cet incivisme avec des déchets, des ordures ménagères qu'on jette dans les carnivaux, bien sur le canal en tout cas sur le canal de l'eau. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est de nature aussi à compliquer la tâche au pouvoir public qui déploie assez d'énergie, comme le disait William Clécan? Tout à fait, avec la complicité des autorités locales également. Et ça, nous l'avons traîné depuis plusieurs années. La façon dont nous occupons l'espace, la façon dont nous-mêmes, en tant qu'individus, en tant qu'humains, nous prenons soin vraiment de notre environnement, participe, n'est-ce pas, à tout ce que nous pouvons déplorer comme inondation dans notre ville. Ce n'est pas des initiatives qui ont manqué, notamment pour Cotonou. On ne va pas refaire l'histoire. Aujourd'hui, le programme que le gouvernement a mis en place, le PAPC, qui est donc le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, c'est quand même 264 milliards. C'est assez lourd comme budget. Et puis on a réparti ça
ça, n'est-ce pas, dans de Cotonou, créer des barrages, construire des collecteurs, réaliser des assainissement pour permettre à l'eau de trouver sa place et de pouvoir circuler, n'est-ce pas, et faire des aménagements également. Et je pense qu'on a commencé déjà par observer quelques résultats. Vous avez des endroits qui traditionnellement étaient connus comme des zones inondées, mais qui aujourd'hui ne sont plus autant inondés que ça. Et donc, il faut justement continuer par observer qu'avec l'évolution de ce vaste programme, que cela va nous amener forcément quelque part, n'est-ce pas? Alors, ça ne va pas être la fin d'inondation de façon globale à 100% à Cotonou. Nous savons que le Cotonou est sur une côte, donc qu'on le veuille ou non, il y a une cohabitation avec l'eau qui est... Même pouvoir public ont vendu l'eau à des citoyens qui sont devenus... Et donc, des espaces de l'eau fonciers. Quand on a fini de faire ça, il faut mettre, mettons, du sérieux dans l'urbanisation, dans l'occupation des humains dans Cotonou. Vous savez, c'est vrai, tout le monde a envie de venir à Cotonou, se trouver un espace. Ce n'est pas non plus une obligation, on est d'accord, ce n'est pas non plus une obligation, n'est-ce pas, de se trouver une place dans les marécages, de s'installer sur le passage de l'eau. Nous voyons ça au quotidien, et ça, il faut aller voir au niveau de nos communes, de nos collectivités locales, où parce que quelqu'un, il se dit puissant, il a beaucoup d'argent des entrées, on lui cède vraiment un domaine. Ou bien on vend des vents, on vend des vents, voilà. Pour ne pas dire on les occupe, on les occupe. Est-ce que l'action humaine, encore une fois, n'est pas à la base des difficultés que c'est pas fini. Vous irez voir la signature d'une autorité non négligeable de la place. Oui, moi je voudrais être un peu sévère par rapport à ces populations qui transforment par exemple les caniveaux, qui transforment les réceptacles d'eau, qui transforment les égouts en dépotoir d'eau, et nuitamment on voit le ciel changer un peu de visage. Vous les voyez, on aligne c'est des gens qui ne s'abonnent jamais à des sociétés de pré-collecte. On aligne les sacs, on aligne les paniers, et dès qu'on voit que les premiers gouttes tombent, on dit aux enfants allez les verser dans les caniveaux. Prenez juste derrière Canal 3 ici au niveau de l'hôpital de Ménotin. Mais j'ai vu la société, je ne sais pas si c'est la SGDS mais j'ai vu des jeunes qui sont rentrés dans les caniveaux qui sont restés bouchés depuis des années. On a tout débouché. Mais déjà, quand je prends par là les matins pour venir au boulot, je vois encore des sachets qui traînent, des emballages qui traînent par là. Et lorsque ces emballages-là ne trouvent pas de point de chute, on les enfouit dans les caniveaux. Donc, on ne peut pas demander, on ne peut pas être exigeant vis-à-vis de nos dirigeants qui déploient des milliards. Ces milliards, on peut les dépenser dans le social. Après, nous allons crier pour dire, mais nous avons fait, nous avons ci, nous avons fait ça. Quand vous laissez les dirigeants investir dans ce que vous faites, qu'on doit corriger. Donc, et qu'on pouvait éviter. Et qu'on pouvait éviter, ça donne ce que ça donne. Donc, moi, je voudrais que nous, populations, nous puissions accompagner les dirigeants dans les efforts qu'ils font pour nous garantir des cas de vie. Parce que quand vous dites aux gens, Cotonou n'est pas fait pour tout le monde, vous devez rester peut-être dans la périphérie. Et pourquoi vous êtes là? Voilà, on vous dit, bon, vous qui êtes là, déménagez. On revient. Vous aussi, venez au village. Alors, l'État, c'est nous tous, William Kilika. Pour le juriste, l'État, ce n'est pas nous tous. D'accord. L'État, ce n'est pas nous tous. Juste que dans le contrat social qui est le nôtre, chacun a sa responsabilité. Franck a peint un tableau qui n'est pas du tout reluisant du côté des populations. Elles vous diront que c'est leur argent, c'est l'argent du contribuable, ce sont les fonds de nous tous. Mais ceux à qui nous avons confié la gouvernance de ces fonds, ceux que nous avons recrutés et que nous payons en loge de princesse pour s'en occuper quand ils l'orientent dans un sens et que c'est pour la satisfaction du bien public, on a à écouter, à respecter un bon citoyen. Maintenant que la question de Cotonou, l'occupation anarchique de Cotonou nous donne des leçons de vision futuriste sur le développement des autres pôles urbains. Si on reprend les mêmes problèmes que nous avons eus à Cotonou, dans les autres périphéries, à Séméko Diabo, mais Calavi, n'en parlons pas. Je pense que là, déjà, c'est une mine qui peut exploser à tout moment avec
toute la question foncière autour. Si nous permettons cette anarchie, ce désordre bien organisé, institutionnalisé, avec des lois, avec des responsables au niveau étatique qui ont des parts de pouvoir, que ce soit dans les collectivités territoriales ou au niveau de l'État central, ces choses vont nous rattraper, et peut-être pas nous, mais des générations qui vont venir après nous, plusieurs années après. Un État, c'est le futur, c'est l'avenir, c'est la constance, c'est l'évolution. C'est l'anticipation. C'est comme ce que nous disions tout à l'heure pour le BEPC. Le premier président a lancé un BEPC, on ne l'a pas cité tout à l'heure. Mais pourtant, je pense que c'est depuis lui, jusqu'à ce jour, que les choses se construisent les unes après les autres. On va oublier peut-être ceux qui agissent aujourd'hui, ceux qui travaillent aujourd'hui à insérer des réformes nouvelles, des choses pour que cet examen devienne une perfection dans le temps. C'est ça un État. Un État s'échafaude. Un État se met pas après pas, brique après brique, pierre après pierre. D'accord. Mais il faut faire en sorte que cette dynamique en termes de réalisation d'infrastructures qui permet aujourd'hui à Cotonou d'avoir une nouvelle image, n'est-ce pas, puisse continuer. Et peut-être qu'à la fin, nous vivrons mieux les questions d'inondation. Quand je vois la rue qui quitte Bégamin, qui rentre dans Zongo, par exemple, ou Arabe, il y a quelques années en arrière, c'était des zones complètement inondées. Non pas parce que c'était des endroits traditionnels de l'eau, mais parce qu'il n'y avait pas d'assainissement, il n'y avait pas d'infrastructure. Quand on y a mis une infrastructure, ça a changé de visage. La voie a pris par là, c'est bien à mélanger. Il y a même des boutiques aujourd'hui pour des artisans. La clôture de un peu Zongo, qui était connu comme un endroit où il fallait tout déposer, les ordures de Cotonou, à cet endroit aujourd'hui a changé de visage. Donc je pense que il y a un grand effort il y avait des efforts qu'on devait faire, qu'on n'avait pas fait, mais qui aujourd'hui sont de petits efforts, mais qui nous permettent d'évoluer. Vous doivent accompagner. C'est ça qui permet d'avoir des résultats. Je pense que la nouvelle gouvernance en matière de gestion des ordures aujourd'hui nous permet d'avoir des résultats, n'est-ce pas, où les ordures sont collectées, la ville est nettoyée au quotidien, chaque matin, n'est-ce pas. Les ouvrages qui sont en train de construire dans le cadre du PAPC, c'est assez intéressant pour garder l'eau quelque part et permettre à l'eau de pouvoir circuler. Après, il faut toujours sensibiliser nos concitoyens à accompagner ces actions en faisant des gestes utiles. C'est notre environnement. Pensez-vous qu'Agla aussi a changé de visage? Oui, quand vous voyez les zones, quand vous prenez par Fidjosé, que vous rentrez dans Agla, oui, il y a une nouvelle voie maintenant qui a pris par là. Qui pouvait prendre par là il y a quelques années en arrière? Personne. Personne ne pouvait même s'imaginer sur l'instant qu'on pouvait éventrer tout ce marécage, faire un pont, traverser une voie asphaltée et puis tout ça. Je pense que en tout cas il y avait manqué d'ambition, mais aujourd'hui je pense que les choses ont évolué. Sur Agla, c'est pas tout Agla. Eric a raison, les choses ont évolué. Mais celles qui demeurent latentes, elles sont plus nombreuses, elles sont significatives. Vous faites allusion à quoi? À ces milieux d'Agla qui demeurent inondés. Quand je dis inondé, c'est vraiment inondé. C'est-à-dire, c'est la réalité évidente. Franck parlait tout à l'heure de Fifadi. À Fifadi, il y a encore de l'inondation aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a un début de travaux. Oui, les choses ont évolué. Les choses ont évolué. Récemment encore des machines. Et si tout cela est fait, je pense qu'il y aura un début de soulagement pour les populations. Et puis, Cotonou, c'est 13 arrondissements, je crois. Oui, justement. Avec 13 arrondissements. Si vous allez dans la zone même de Akpakpa, qui est peut-être le centre-ville ou ailleurs, on vous dira que... Le chouchou de la rupture, peut-être. Oui. Malgré ça, il y a encore des problèmes. Donc, des efforts sont faits. Je pense que les populations, véritablement, doivent accompagner. Parce qu'il y a de ces zones, en tout cas, qu'on sait que, franchement, les populations nageaient dans l'eau. On a cité le cas d'Agla, dont on connaît un peu l'histoire, les zones de Vossa, dont parlait William Klika, les zones de Saint-Cécile et autres. Vous savez, pendant qu'on y est, moi, je suis de Parakou. Moi, je suis de Parakou. Je me réclame entièrement de Parakou. Parakou est le pôle du septentrion. Je pense que les efforts qui sont consentis actuellement à Cotonou, il faut déjà commencer par le faire parce que Parakou n'est pas encore débordé. William parlait d'une vision futuriste. Oui, Parakou n'est pas encore débordé. Donc, il y a même des zones de Parakou où l'eau ne trouve pas toujours de passage. Il y a des zones où quand il pleut véritablement, des zones sont inondées à Parakou. Je pense que dans une vision futuriste telle que l'a proposé William, il faut déjà commencer par faire de grandes études pour Parakou, parce que de plus en plus, il y a la démographie qui est en train d'augmenter. Je crois que ces dernières années, il y a eu une certaine explosion. Beaucoup de
la population a augmenté véritablement. Et aujourd'hui, Parakou est en train de prendre un certain envol. Et quand ça prend cet envol-là, vous savez que les activités économiques se développent. Moi, le dernier tour que j'ai fait à Parakou, j'ai vu ce qui est construit en face de Radio Fraternité. Je ne sais à quoi ça sert, mais ça a changé le visage. Si ça doit employer par exemple des gens, c'est que même des zones périphériques, des jeunes viendront s'installer et ça va augmenter la population à Parakou. Il faut penser le marché, il faut définir d'autres stratégies, le marché à Zeke, un autre marché qui est en construction dans le 3e arrondissement. Comment calibrer tout cela pour que on ne vienne pas à vivre ce qu'on vit ici, alors que le Parakou, comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'il n'y a pas la mer là-bas, mais bon. Ah non, mais il y a d'autres réalités. La pluie n'attend pas forcément la mer. Alors, chers messieurs, on va se donner rendez-vous demain pour évoquer d'autres sujets. Oui, alors, oui, vraiment, on aurait pu dire un mot très rapidement sur nos guépards, n'est-ce pas, qui ont fait un très bon score avec le Nigeria, 2 buts à 1. On aura l'occasion demain, puisque la page sport de Ali Mouni en a largement parlé, et puis nous avons la pression du temps. On se dit au revoir, mesdames, messieurs, avec la revue de presse de Hugues Vignibé, n'est-ce pas? Prenez le rendez-vous de nos différents programmes d'aujourd'hui. À midi, la rediffusion. À 13h, la grande édition de la mi-journée. Restez fidèles à nos programmes. Allez, portez-vous bien. Bonjour à toutes et à tous. Du sport pour démarrer ce tour d'horizon. Des journaux parus ce matin avec l'exploit majuscule du Bénin dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Guépards ont terrassé hier les Super Eagles sur un score de 2 buts à 1 à Abidjan. Historique, s'exclame Fraternité. Cette victoire est une première depuis plus de 6 décennies de confrontation. Le Nigeria était devenu la bête noire du Bénin jusqu'à ce lundi 10 juin, date historique du football béninois. Poursuit le quotidien de Mélentin qui précise que les Guépards étaient pourtant menés avant la demi-heure de jeu sur une réalisation de Raphaël Onyedika. Mais 9 minutes plus tard, Jodel Dossou profitait d'une inattention de la défense nigériane sur un long dégagement de Marcel Dandinou pour arracher le ballon et aller battre Stanley Nwabali du plat du pied pour l'égalisation à la 37e minute de jeu. Revigorés par ce retour au score, les Guépards vont mettre la pression et faire plier leur adversaire avant la pause. Sur un corner tiré par Junior Olaitan, Mohamed Tidjani dévie la balle d'une talonnade et Steve Mounier surgit pour inscrire le deuxième but à la 48e minute de la première mi-temps. Le Bénin conserve le score en seconde période et remporte une précieuse victoire. Dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie, l'exportation de certains produits vivriers est interdite au Bénin. Nous rapporte le Matinal. C'est à travers un arrêté interministériel datant du 7 juin 2024 que le gouvernement du président Patrice Talon a pris cette nouvelle mesure. L'article 1er de cet arrêté interministériel signé par Gaston Dossoui, de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, du ministre de l'Économie et des Finances Romial Wadani et Shadia Assouma, de l'Industrie et du Commerce, indique qu'il est interdit pour une période de 6 mois la sortie du territoire national des céréales, des tubercules et de leurs dérivés, notamment les farines et gari. De son côté, le pays émergent nous révèle la condamnation de l'ex-directeur administratif et financier de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et son collaborateur à une peine d'emprisonnement de 7 ans par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Dans sa décision, l'institution judiciaire a reconnu les prévenus coupables de faits d'abus de fonction et de blanchiment de capitaux en requalification des faits d'abus de fonction. Ils sont accusés d'avoir pris des commissions dans la passation de 2 marchés publics. Les 2 responsables ont écopé de 7 ans de prison ferme et de 28 millions de francs CFA d'amende. Une 3e personne reconnue coupable d'abus de fonction a écopé de 5 millions de francs CFA d'amende.
À milieu des déboires judiciaires des ex-agents de la HAC, les candidats au brevet d'études du premier cycle, session de juin 2024, planchent depuis hier sur toute l'étendue du territoire national. Fraternité a fait le point de la première journée au CEG Lenokwe de Cotonou et nous apprend qu'elle s'est déroulée sans anicroche. Pour rappel, à l'assaut de ce diplôme du secondaire, ils sont au total 124 860 à être dans les starting blocks. Fin de la revue de presse de ce mardi 11 juin 2024.